Voilà, donc on va Voilà. voir arriver les spectateurs les uns après les autres. Donc on va attendre jusqu'à 18h05 que tout le monde monte en puissance pour pas frustrer les gens. Et puis, comme je vous l'ai dit, on passera la parole d'abord à Jean-François, qui gère et qui a créé son entreprise Agentil il y a plus de 13 ans maintenant, au titre notamment du fait que comme il est l'un des grands représentants des SAP en Suisse, eh bien évidemment, lui, ses clients génèrent une masse de données absolument folle, notamment certains de ses gros clients comme le groupe Swatch. C'est lui qui en parlera mieux que moi. Ensuite, on passera la parole à Robert, qui, avec son entreprise Synotis, qui est basée dans le Vaud, nettoie les données pour permettre à des équipes marketing, à des équipes digitales de les exploiter au mieux. Puis on passera la parole à Loïc Gamin, qui lui nous parle depuis Bruxelles et qui est l'un des responsables d'une entreprise qui s'appelle De facto, qui travaille dans la gouvernance des données pour de très très gros projets, notamment l'un des projets de transfert digital de la BNP Paribas qui a pesé sur 3 milliards d'euros avec plus de 1000 lots de projets qu'ils ont aidé à gouverner parce que c'était indébrouillable comme sujet. Ils sont aussi l'une des solutions de gouvernance de l'Élysée, rien de moins, pour lesquels ils aident notamment au travers des ministères et de leurs actions. Et puis, une fois que la donnée a été créée, elle a jailli avec Jean-François, elle a été raffinée avec Robert, elle est gouvernée avec Loïc, eh bien, on regardera avec Paul comment tout ça tient finalement sur un fil très très fragile et toutes les failles de sécurité qui ne manquent pas d'exploser, puisque moi j'ai notamment des clients dans la banque privée qui se sont joyeusement depuis un mois décidés à donner accès sur laptop à tous les comptes de leurs clients, à leurs 2000, 3000 employés en remote. Donc allez, vas-y. Ça veut dire que si on ne se délogue pas et que vous avez votre fils ou votre fille qui fait hop, j'envoie 3 milliards à gauche, ça va donner des gros doigts sur des gros boutons, pas forcément mal intentionnés, mais qui vont quand même faire des choses assez rock'n'roll pour le spécialiste de la sécurité qu'est Paul. Donc voilà de quoi on va parler. Et puis ensuite, on écoutera, il y aura 3 sondages qu'on pourra répondre en temps réel nous-mêmes, mais aussi les 100 personnes qui vont nous rejoindre. Et puis, il y aura tout le flux de chat auquel on pourra répondre en se repassant la parole entre-temps. Et là, on voit, voilà, il y a déjà, et bienvenue à tous, vous êtes ponctuels, on voit qu'il y a des gens de la donnée, puisqu'il y a déjà 29 participants. Et comme je disais au panel d'orateurs, on va attendre 18h05 pour démarrer officiellement, pour qu'il n'y ait pas de frustration sur les explications de chacun. Et un point aussi pour tous les participants. Donc, Loïc nous parle depuis Bruxelles, moi je vous parle depuis Bordeaux, Robert, Jean-François et Paul nous parlent depuis la Suisse romande. Et ce n'est pas tout à fait un hasard quand même, parce que il y a deux choses que je dirais en préambule. C'est que mine de rien, le web a été créé pas uniquement, mais enfin, l'un des pôles de création du web il y a quelques dizaines d'années était le CERN, euh, et qui est quand même très très proche de Paul, Jean-François et Robert. Et puis, il y a aussi cette volonté de la Suisse, au sens plus large, d'être l'un des coffres-forts numériques du monde. Et on pourra indirectement en parler aujourd'hui. Il y a notamment, vous n'êtes pas sans le savoir, Mark Zuckerberg, qui veut faire contrôler sa monnaie virtuelle, le Libra, par la FINMA notamment, et qui est en train de faire des manœuvres pour s'installer plus ou moins durablement en Suisse. Donc on a quand même des gens qui sont à la fois du côté belge, puisqu'il y a évidemment un travail avec des gouvernements, avec des entités internationales et gouvernementales, et puis par ce prisme suisse pour la qualité, la donnée et les nouvelles technologies, puisque Robert, Jean-François et Paul se trouvent à un jet de pierre de l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui, dans les rankings mondiaux, a écrasé depuis bien longtemps l'X en France, avec, pour ceux qui ont eu la chance d'aller sur le campus à Lausanne avec le Rolex Center, des bâtiments qui sont absolument absolument incroyables. Donc, on a réuni là un panel de personnes et je tenais à le dire aussi en préambule, c'est que chacun
de ces panélistes est soit l'un des responsables, soit dirige et a fondé sa propre entreprise. Donc, il y a bien sûr des gens qui ont toute l'attitude pour s'exprimer, mais bien sûr, chacun s'exprime aussi sur le plan personnel, ce qui fait qu'on peut du coup avoir une parole relativement libre aujourd'hui. Je le redisais aussi pour toutes les personnes qui nous rejoignent, on est bientôt plus de 40 là à nous rejoindre. Il y a beaucoup de personnes dans la data au sens large, des responsables Europe de Salesforce qui nous rejoignent, des patrons d'entreprises de plusieurs centaines de personnes, de belles ETI qui se posent la question de la donnée, que ce soit celle de leur création, que ce soit celle de leur exploitation, que ce soit celle du risque lié aux données. Et puis, bien sûr, on est tous au centre, dans nos métiers respectifs, de cette fameuse tarte à la crème de la transformation digitale, alors qu'on peut attraper par plein de morceaux. Mais c'est vrai que le cœur, la racine de cette transformation digitale, c'est la donnée. Et on a parmi nous aujourd'hui Alexandre Kudremorou, qui est le patron pour toute la Suisse romande de Swisscom pour les ventes, et Swisscom qui est évidemment avec, là, cette fois, le cloud sur lequel vous êtes tous, eh bien, le backbone de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la transformation digitale. Et c'est vrai qu'il y a aussi tout ce sujet, et ça, Paul, tu pourras nous en entretenir dans quelques minutes, de la fragilité de tout ça, parce que tout ça tient à un fil. On crée de la complexité dans la complexité dans la complexité de plus en plus. Et je crois, sans être moi-même spécialiste de la question, mais que les protocoles web datent en fait d'il y a longtemps. Et les failles, notamment, datent aussi des créateurs qui, il y a quelques dizaines d'années, ont fait de leur mieux et étaient des génies à l'époque. Mais malgré tout, c'est comme dans la guerre contre un virus. Il y a le virus et puis il y a celui qui peut contre-attaquer. Et c'est une guerre sans fin dont tu nous parleras, Paul. Donc, il est 18h04. On va avoir une ponctualité toute suisse pour permettre les échanges les plus riches possibles et surtout que je laisse le maximum de temps à notre panel. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Donc, on va parler de ce sujet de l'or numérique. C'est une ruée vers l'or numérique depuis les années 2000. Mais là, évidemment, cette ruée, elle s'accélère encore avec la digitalisation à marche forcée des entreprises, avec le fait que la plupart de vos employés, de mes employés, travaillent aujourd'hui en télétravail et avec un monde qui a basculé parce qu'il n'y aura pas de retour à une norme complète. On restera, même post-Covid, dans du blended, c'est-à-dire une expérience présentielle du travail, mais il y aura aussi de toute façon un travail distanciel qui va rester et qui va évidemment pousser nos entreprises qui sont numériques et qui travaillent dans le digital depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, sans autre, comme on dit en Suisse, je vais passer la parole à Jean-François Laurie, qui est le fondateur d'Agentil, une belle entreprise de services numériques internationale présente dans plusieurs pays, qu'il a créée après avoir travaillé chez HP, donc dans vraiment de très grands constructeurs qui sont devenus des colosses du service et qui travaillent notamment à mettre en place pour de très grands groupes et de belles ETI des systèmes type ERP, mais aussi dans le cloud. Donc, Jean-François va nous parler du jaillissement de la donnée et de comment il a vu aussi au fil des décennies la donnée devenir de plus en plus clé et éventuellement fragile dans les systèmes de ses clients. Voilà, bienvenue Jean-François et on se réjouit de t'entendre. Alors écoutez, j'ai préparé quelques supports. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Voilà, très bien. Donc c'est juste quelques slides pour accompagner ce que je vais vous expliquer du point de vue de la donnée au sein de l'ERP. Alors si j'arrive à passer. Alors juste quelques informations à partager tous ensemble aujourd'hui. Ouais. En 2019, 33 octets de données ont été manipulés dans le monde. C'est 660 milliards de Blu-ray pour qu'on se donne quelque chose à palper. 330 millions de disques de 100 terabytes et l'équivalent de 33 millions de cerveaux humains. Donc, à quel point cette donnée qui est dispersée dans le monde et dans notre époque est vraiment énorme à manipuler, énorme à stocker, énorme à analyser. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est chaque année entre 20 et 30% d'augmentation dans différents domaines. Et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Bien sûr, bien sûr.
Juste une petite histoire sur la donnée qui a toujours été liée aux capacités de stockage, hein, puisque dans notre cerveau, on a une capacité limitée et l'être humain, justement, s'est octroyé des capacités illimitées de stockage de la donnée. Donc, elle est apparue en 1960 et puis à partir de là, on a commencé à la stocker. Alors, j'ai fait partie de cette génération et je fais partie de cette génération qui a connu les disquettes, les disques, les bandes. Voilà, et aujourd'hui, effectivement, cette donnée, elle est extrêmement forte et extrêmement performante sur des différentes unités de stockage. Et puis, on a vu apparaître au fil des années, notamment dans les années 1970, donc un logiciel qui s'appelait ERP, qui travaillait dans de l'organisation et de la centralisation de données. Mais globalement, cette donnée, elle s'est structurée, elle s'est indexée, elle s'est reconnue dans différents modèles. On a vu apparaître le big data, aussi les bases de données, donc 1960, SAP autour des 1970, et puis la big data, c'était dans les années 1990. Et puis aujourd'hui, on parle de mégadonnées. Et on reviendra sur cette information-là, elle est intéressante à partager. Oui. Mais de mémoire, on n'a jamais autant stocké d'informations qu'à notre époque. Et puis les challenges, tels que tu l'as très très bien mentionné, ils sont énormes, et notamment sur la partie sécurisation et analyse de cette information. C'est juste. Dans la donnée dans l'entreprise, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puisque effectivement, nous on a commencé, moi j'ai commencé personnellement sur SAP dans les versions R2, donc les versions mainframe. Et puis on a évolué au fil des différentes versions SAP. Cette donnée dans l'entreprise, elle a aussi évolué de façon drastique. On a connu cette donnée, la donnée à la base, elle était sur du papier. Hein. Donc, on parlait de stocker cette information, même avant sur des cartes et sur le papier. Et puis, elle a évolué au sein de l'entreprise. Et puis, avec un phénomène qu'on connaît toujours aujourd'hui et que dans l'histoire de la donnée qui est intéressant, c'est le phénomène Excel. Parce que le phénomène Excel de manipulation de données et la problématique de la dispersion de données au sein de Excel, au sein de l'entreprise, c'est juste énorme. Et quand on parle de sécurité d'information, c'est très intéressant parce que tout le monde va travailler sur comment on va sécuriser de façon très forte cette information. Mais on oublie une chose, c'est que chaque utilisateur au sein de l'entreprise, à titre personnel, va stocker 100, 200 documents sous un format Excel, donc il va disperser l'information au sein de l'entreprise. Et puis, SAP est arrivé avec cette idée de consolider, de construire ce qu'on appelle des ERP, et puis de commencer à structurer cette donnée et à la centraliser, avec plus ou moins de succès, parce que je dois avouer qu'aujourd'hui, le phénomène Excel est toujours présent en 2020, et souvent, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quand j'étais encore chez mes clients, le premier problème qu'on avait, c'était la dispersion de la donnée dans des fichiers Excel. Et ensuite, les utilisateurs passent leur temps à essayer de la reconsolider, alors que finalement, un ERP a été mis en place. On voit les challenges aujourd'hui qu'on a déjà à notre époque autour de la donnée. La valeur de la donnée, moi, j'estime qu'il y a quatre vraiment piliers vraiment qui sont importants au niveau de la donnée. C'est son propriétaire. C'est qui est le honneur de cette information, qui est le honneur de l'information dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est un élément essentiel qu'on rencontre quasiment tous les jours et on est challengé par le propriétaire de la donnée. Et on a vu avec les nouvelles normes sur les RGPD, les nouvelles normes légales au niveau européen ou la nouvelle loi sur la protection des données en Suisse, on a des contraintes aujourd'hui. On doit définir le propriétaire de la donnée et puis le propriétaire il peut évoluer et on doit toujours suivre quel est le propriétaire de la donnée. Et aujourd'hui, on a vraiment des difficultés à faire ce travail-là au sein des entreprises. La validité et les accès de l'information, et surtout aujourd'hui, et surtout dans un contexte de Covid, comment on manipule la donnée et puis comment on l'interprète. C'est ce que j'appelle le contexte. Finalement, j'ai fait une petite blague il n'y a pas très longtemps. Un de mes amis m'a dit « Oui, mais qu'est-ce qui est important ?» On parlait de CRM et on parlait de stocker l'information commerciale pour comment on va aborder nos clients aujourd'hui et comment on les abordera demain. Et puis finalement, je lui dis prenons l'exemple. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Alors, il m'a sorti, voilà, si je prends l'entreprise à Gentil, ce qui est important, c'est par rapport au chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme valeur au sein de l'entreprise, etc.
Et effectivement, l'anecdote, ça a été de dire aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est de trouver un coiffeur. Voilà. Pourquoi? Parce que le contexte, le vrai contexte de la situation, à titre personnel, aujourd'hui, c'est ça. Et on passe à côté de l'essentiel parce qu'on manque du contexte de la validité de l'information. Et puis la sécurité, je pense que mes collègues en parleront beaucoup mieux que moi. Et au sein de SAP, elle est vraiment consolidée, forte. On parle de milliers de profils de sécurité pour vraiment sécuriser le RP. Tu nous en reparleras, Jean-François, notamment puisque tu es l'éditeur et tu as créé une sonde de sécurité pour SAP Oui. qui est distribuée partout dans le monde, notamment sur des grands groupes du Forbes 500. Tu pourras rebondir aussi tout à l'heure là-dessus. Merci. Avec plaisir, surtout qu'on vient de signer avec la société Dell aux États-Unis. Wow. Donc, pour monitorer des milliers de systèmes SAP, effectivement, l'information, la sécurité, c'est un élément clé sur les ERP aujourd'hui. Wow. Alors, le coût des pertes de données, ça, c'est une information que je suis allé chercher chez IBM, Cost of Data Breach. Ça vous donne une idée de ce que coûte aujourd'hui une perte directe de données. Alors que ce soit un système, un ERP qui va s'arrêter de fonctionner parce qu'il est mal entretenu, mal monitoré, pas assez d'activité de maintenance, ou que ce soit un vol de données, et je pense qu'on a des spécialistes qui nous en parleront, aujourd'hui le coût est énorme et demain, on a vu que ces problématiques de toutes ces personnes, nous y compris, qui travaillent à distance, va accentuer les problématiques de vol de données et de sécurité de l'information. C'est juste. Et enfin, les challenges que moi, je vois pour demain. Et je vois déjà ce que tout le monde voit, ce n'est pas très compliqué, c'est le challenge global, géopolitique qui nous entoure. Le challenge aussi au niveau local, c'est-à-dire qu'on vit dans un pays, on a des contraintes légales, on a des contraintes de marché, et chaque pays, on a vu, a réagi différemment par rapport au contexte de l'information aujourd'hui, et chaque pays va réagir différemment dans les mois qui viennent. Et puis, la situation de l'entreprise, chaque entreprise réagit aussi différemment et est impactée différemment aujourd'hui. Donc, le contexte de la donnée change au sein de l'entreprise, au sein de l'ERP, au sein des approches commerciales, au sein des discussions qu'on peut avoir avec les clients, il change et on va devoir se réadapter à ces changements. Et ces changements, ils ne sont pas figés aujourd'hui, ils vont évoluer dans les semaines qui viennent. Il faudra tout le temps se réadapter pour retrouver le bon contexte qu'on a chez nos clients. Un client qui aujourd'hui se porte très bien peut dans 6 mois se porter beaucoup moins bien. On devra réadapter notre offre, réadapter nos contextes, nos propositions et essayer de trouver une valeur à apporter dans l'entreprise dans ce contexte difficile. L'analyse en temps réel de l'information, un élément clé. Aujourd'hui, on est sur des bases de données en mémoire. On a vu, le premier slide que je vous ai montré, on a vu l'évolution. On parle de mégadonnées aujourd'hui avec des bases de données en mémoire. C'est l'avenir. Et en même temps, on a aussi des risques par rapport à ces technologies. On pourra peut-être en reparler si on a le temps aujourd'hui. La validité de la mise à jour de l'information, sa sécurisation et son stockage. Et surtout aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est la dispersion de l'information. Que ce soit sur Internet, que ce soit chacun à titre personnel au niveau de sa donnée, au sein de l'entreprise, on a un challenge de dispersion de l'information quasiment partout. On ne fait que dupliquer. J'ai eu accès à des statistiques qui parlent de 30% de duplication de l'information au sein de l'entreprise. C'est-à-dire des gens qui vont récupérer de l'information, qui vont la stocker en local, qui vont la retravailler, qui vont la redisperser. Et ça, c'est un des plus gros challenges, et notamment qui concerne aussi la sécurité de l'information. Bien sûr. Voilà mon analyse en tout cas sur la situation d'aujourd'hui et vis-à-vis de l'ERP et de SAP en particulier, avec les challenges du cloud, bien entendu, puisque aujourd'hui, on peut proposer à nos clients soit de stocker leur information et leur ERP chez eux, soit dans un cloud, on a discuté Swisscom ou autre, dans la localisation du pays, soit directement dans un cloud globalisé avec différentes propositions. Mais on est sur des challenges aussi sur la localisation des clouds et les enjeux aussi de l'information qui est dispersée au niveau global. Ouais, c'est ce que je disais aussi, merci Jean-François, en introduction, c'est que
plusieurs de vos entreprises, donc celles de Jean-François, Paul et Robert sont basées en Suisse, qui se veut devenir peut-être un des coffres-forts numériques du monde, avec notamment Facebook qui place son Libra là. Et on va passer la balle à Robert. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu ce jaillissement, et on voit les chiffres que tu cites qui sont absolument démentiels en termes de volume de données et tous les prismes de complexité, comment est-ce que, Robert, on gère, quand on arrive chez un nouveau client, la complexité et la disparité de ces données pour la nettoyer et y faire sens? Cette notion de contextualisation, en plus, je trouve le terme est assez intéressant parce qu'il faut faire sens avec tout ça, parce que sinon, c'est du bruit. Oui, absolument, Jean-Charles. Alors, Jean-François, merci pour l'introduction. Je pense que ça a permis de poser le débat, je pense. Exactement. L'auditoire ne se rend pas forcément compte tout le temps qu'on est amené à aujourd'hui traiter pour les entreprises des volumes de données qui sont juste astronomiques. Tu as cité quelques chiffres. Je pense que ça pose le débat. Donc, tu as parlé de redondance également, de l'information répliquée dans différents systèmes. Quand on est une entreprise qui utilise SAP, on l'utilise pour plein de choses, mais tout le monde n'a pas un système d'information dans lequel on n'a que du SAP. Donc, on peut avoir un système de CRM qui est autre. On peut avoir des systèmes de gestion des ressources humaines, etc., etc. On ne va pas refaire toute l'histoire aujourd'hui de l'ensemble des briques qui constituent un système d'information. Donc, on voit que d'un côté, on a des volumes de données qui sont juste astronomiques. On voit d'un autre côté qu'il y a énormément d'hétérogénéité aujourd'hui potentiellement dans une entreprise en termes de système. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir exploiter correctement cette donnée, puisque c'est une chaîne de valeur finalement, on compare la donnée aujourd'hui au nouvel or noir. Voilà. Oui. Mais comme le pétrole, on a besoin de le raffiner, voilà, pour qu'il puisse être exploitable soit par nos moteurs thermiques dans les voitures, soit pour le fuel domestique, enfin, pour différents types de destinations. Il y a un raffinage particulier pour un usage particulier, une finalité particulière. Donc aujourd'hui, dans les entreprises avec lesquelles nous travaillons, la finalité de cette donnée, finalement, elle est souvent pour faire de la business intelligence. Donc là, on définit des KPI de pilotage de l'entreprise ou pour créer des référentiels. Donc, quand on a d'autres systèmes que SAP, alors je sais que quand on a tout chez SAP, avoir un référentiel, c'est très simple. Mais quand on a d'autres choses, voilà, typiquement pour créer un référentiel client, parfois c'est aussi bête que ça, mais les données qui constituent le client proviennent de l'ERP, proviennent du CRM, proviennent du SAV, proviennent peut-être des ressources humaines, de la direction financière, etc. Et tout ça a besoin d'avoir un sens pour que derrière, en termes de finalité, les indicateurs soient bons, par exemple. Et là-dessus, nous, on travaille beaucoup avec nos clients sur la qualité des données, évidemment, parce qu'il va falloir réconcilier les données qui proviennent de différentes sources de données pour en faire une donnée qui soit déjà d'une part exploitable et d'autre part intelligible, de façon à ce que cette donnée puisse poursuivre son processus de raffinage en fonction de sa destination finale. Et la plus grande difficulté qu'on a eue il y a quelques années maintenant, qui est un peu moins vrai maintenant, c'est que quand vous allez voir les entreprises et que vous leur dites d'avoir une qualité de données qui soit importante dans ce système d'information, c'est important pour pouvoir exploiter correctement la donnée, surtout si, monsieur le client, vous souhaitez devenir data-driven, data-centric, peu importe le terme marketing qu'on met derrière ça, le client il commence par dire non, mais moi, je n'ai pas de problème de qualité de données. Alors, quand vous commencez comme ça, il va falloir mettre en place un cheminement pour lui permettre de faire prendre conscience que ces problèmes de qualité de données concernent toutes les entreprises. Dès lors que vous avez de l'humain au début de la chaîne qui va produire cette donnée, vous êtes forcément sujet à avoir des erreurs de saisie. Donc, vous allez avoir des doublons, vous allez avoir des champs vides, vous allez avoir… chacun des utilisateurs va trouver un raccourci pour biaiser le système, pour faire son boulot, tout en n'ayant pas à remplir tous les champs qui sont normalement demandés. Donc, il existe des systèmes aujourd'hui automatisés
mécanisés, informatiques, qui permettent de faire ce rapprochement de données, ce redressement de données, ce nettoyage de données. Et puis de plus en plus, la qualité de données, en fait, c'est le sujet de tout le monde dans l'entreprise, même les métiers, parce que finalement, il n'y a pas mieux que les métiers pour comprendre le sens de la donnée et pour travailler activement dans ce processus de nettoyage de la donnée. Et de plus en plus, on voit des éditeurs qui arrivent sur le marché et qui existent depuis quelques années maintenant, et qui donnent la main aux utilisateurs avec des outils faciles à utiliser, pas informatiques, clairement, parce que sinon vous allez les perdre. Excel en est un, hein. C'est l'ancêtre d'un outil de qualité de données finalement. Mais aujourd'hui, il y a quand même des choses plus automatisées, plus industrialisables, surtout quand on voit les volumes de données qui sont à traiter. Et tout ça, bien sûr, ça a de sens que si c'est correctement gouverné au sein de l'organisation et notamment au sein de l'organisation des systèmes d'information. Bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur la qualité de données. Alors, je n'ai pas de slide pour illustrer ça, mais… On y reviendra, Robert, comme ça, on pourra après citer des cas marquants de vos clients ou de cas pour ce qui n'est pas confidentiel et que vous pourrez dire, bien entendu, mais ça passe la balle et je t'en remercie. On voit que c'est le flux de données qui suit son chemin, puisque Loïc est le spécialiste chez Defacto. Donc Loïc nous parle depuis la Belgique, donc on a un panel international. Et Defacto est une entreprise qui opère depuis la Belgique, mais qui, comme la majorité des nôtres, qui finalement a des clients un petit peu partout en Europe et dans le monde. Et ils travaillent vraiment, eux, sur cette notion que tu viens d'évoquer, Robert, qui est celle de la gouvernance de la donnée. Je vais citer juste deux exemples et je passe la balle à Loïc, mais ils ont travaillé notamment sur le méta-projet de transformation digitale de la BNP Paribas pour plus de 3 milliards d'euros avec 1000 sous-projets. Et là, la gouvernance de chaque projet devenait un enjeu pour le board mondial de la BNP, parce que quand on dépense 3 milliards d'euros, s'il y a un des projets de 50 millions qui part dans le mur, il faut pouvoir le couper, mais encore faut-il avoir le hub d'information qui permette d'avoir une donnée pour le faire. Et ils travaillent aussi de manière plus large, mais ce sont des choses plus confidentielles, je n'en dirai pas plus, avec le gouvernement français et tous les ministères pour de nouveau refaire monter la donnée, mais cette fois sur le plan étatique pour permettre des décisions, qu'elles soient politiques ou économiques. Donc, Defacto travaille vraiment, entre autres, une fois que la donnée est nettoyée, il contribue bien sûr aussi à la nettoyer, mais à y faire du sens. Voilà. Donc, Loïc, on se réjouit de ta présence parmi nous sur cette notion de gouvernance. Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière ces termes de gouvernance de données? Alors, moi, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais un petit peu modifier tes propos parce que tu parles de la gouvernance des données. Et nous, on va dire une partie de notre cœur du métier, c'est la gouvernance par les données. La sémantique est faible, mais l'importance est réelle parce que ce n'est pas le même métier. On peut faire appel à tout un certain nombre d'éditeurs spécialistes de la data qualité, etc. Mais aujourd'hui, encore faut-il savoir exploiter les données qu'on a. On voit chez les marketeurs et chez les sales qu'il va parfois y avoir des stratégies d'acquisition monumentale. On va injecter, on va faire des super campagnes sur HubSpot, on va acheter des référentiels. On a vu avant l'entrée en vigueur du GDPR, on a vu des achats de bases de données monstrueux sur Internet, en mode on achète et on tire à canon rouge. Et alors qu'en réalité, certains sont assis sur une véritable mine d'or en interne, ils sont juste pas en connaissance et en capacité de pouvoir les exploiter. Donc moi, je n'ai pas de slide non plus, mais j'ai un peu de storytelling. On va parler de deux cases que tu as introduits, qui est celui de la BNP Paribas, où en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est en fait, d'essayer de remettre de l'humain et au milieu de ces centaines de systèmes, d'essayer de voir qu'est-ce qui nous intéresse, dans l'optique de piloter. Et donc, le pilotage, il est assez simple, c'est prendre les bonnes décisions. Et ça peut être, et ça ne va pas être de constater qu'on a fait 3 milliards d'économies, etc. Non, ce qui va nous intéresser, c'est potentiellement de détecter le projet qui va se crasher parce qu'on voit des métriques qui font que voilà. Et donc, pour donner un
petit ordre d'idée sur le groupe BNP Paribas, aujourd'hui, on pilote les 28 initiatives stratégiques du groupe au niveau mondial. Donc, ça va de fusion-acquisition, ça va sur un plan de transformation digitale dans une antenne dans un pays, etc. Et donc, pour ça, on a déployé notre outil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est qu'on a notre outil qui est une source de données sur lequel, en fait, on va récupérer certaines métriques et notamment tout ce qui est un petit peu ce que nous, on va appeler des données, non pas hard, qui viennent des systèmes d'information, qui sont des logs qui sont très concrètes, mais qui sont soft, et qu'aujourd'hui, en fait, dans la plupart des systèmes, on ne récupère pas. Et ça va être tout simplement le sentiment d'un chef de projet. Et donc, on va lui demander une météo. Et donc, avec cette météo, on va pouvoir déterminer un scoring mathématique derrière. C'est assez simple en réalité. Mais on va avoir un sentiment. Et en fait, on remet de l'humain au cœur de la donnée pour, en fait, si votre projet il est au vert, mais que le chef de projet il se dit que tout est noir, il y a peut-être un problème. Et en fait, il va peut-être falloir en parler lors d'une réunion de gouvernance. Et donc, c'est là où en fait, on remet la gouvernance au cœur parce que pour nous, on estime que toutes ces données doivent alimenter une chose, ce sont des réunions de gouvernance, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, de pouvoir stopper un projet quand il faut le stopper, de pouvoir le réalimenter. Et tout simplement, quand on prend l'exemple de la BNP, ou même chez d'autres de nos clients, c'est assez simple. Une fois que vous avez atteint 100% de l'objectif, mais 100% de l'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est j'ai réalisé 100 millions d'économies ou est-ce que j'ai dépensé 100% de mon budget? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai dépensé 100% de mon budget, mais que je n'ai pas atteint mon objectif? Est-ce que je continue? Ou inversement, j'ai atteint mon objectif avec 30% de budget, est-ce que je rentre dans une politique d'économie? Ou alors est-ce que je décide littéralement d'exploser les scores et de faire 3000% de mon objectif initial? Et c'est là où en fait, on fait tout un accompagnement technologique, mais aussi en consultance, pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir prendre les bonnes décisions. Je pense que c'est véritablement ça la clé de demain. Je reviens aussi sur les propos de Jean-François pour faire une petite transition sur notre deuxième case qui est au sein du gouvernement français où en fait on fait le pilotage des réformes du gouvernement Macron. Donc je ne rentrerai évidemment pas dans les détails, mais l'objectif aussi a été de faire un Excel killer de manière assez simple parce que on voit Jean-François et Robert qui sont très intéressés parce que visiblement ils souffrent d'Excel. Là, tu vas leur enlever une épine du pied. Là. On se rendait compte qu'il y avait des modèles d'architecture, on va dire opérationnels, parce qu'on ne peut pas parler d'architecture technique quand il y a le mot Excel dans la phrase, ce n'est pas possible, mais opérationnel où en fait on va faire remonter des fichiers Excel, puis on va prendre des stagiaires ou des chargés de mission pour faire de la consolidation Excel, voire des consultants des Big Four qu'on va payer très cher, pour consolider, et puis on se dit qu'on va avoir un reporting fiable à 70-80% à plus de mois. Ça, on dit, c'est très intéressant, ça fait des jolis dashboards en BI, potentiellement, mais ce n'est pas de la gouvernance, ce n'est pas de la stratégie, ce n'est pas du pilotage. Donc, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible du temps réel, de sélectionner quelle est la bonne métrique, quelle est la bonne donnée qu'on veut avoir, en fait. Et donc, dans cet univers, par exemple, je prends chez un de nos grands clients, on est connecté en quasi temps réel en fonction des métriques à 88 sources de données et l'idée c'est laquelle est intéressante. Et peut-être que dans une source de données, on va récupérer un champ qui est juste l'agrégat de tous les chiffres d'affaires du groupe parce que en fait, si on fait un dashboard de pilotage pour le patron, lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est sa marge, son chiffre d'affaires, les pertes potentielles, le forecast. Tout le reste, je suis désolé, mais s'il y a des dirigeants d'entreprise ici, je pense qu'ils sont d'accord avec moi, tout le reste, c'est accessoire et ça incombe à leur directeur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le PNL et c'est est-ce que je ne vais pas me planter dans 3 mois de manière assez simple. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qu'on parlait vraiment de cette gouvernance par la donnée, parce que je pense que c'est… Oui, c'est vrai que ça inverse les termes, tu as raison. Voilà, c'est un petit peu le cœur de notre métier. Et comme le disait tout à l'heure Robert sur tout le monde n'a pas SAP, nous on a fait un audit chez nos clients, questionnaire tout simple. Chez tous nos clients, on leur a demandé sur on va dire plutôt des PME de grosse taille, entre 500 et 2-3 000 salariés, combien ils ont de système informatique. Donc déjà, aucun ne pouvait répondre à la question immédiatement. Donc, ça laisse imaginer la réponse. Et en moyenne, ils estimaient avoir
25 à 30 systèmes d'information. Parce que les HR ne parlent pas potentiellement à l'IT, parce que les sales, ils ont chacun leur truc dans leur coin, parce qu'il y en a qui veulent Salesforce et autres. Et c'est là où, en fait, aller chercher l'information, et c'est là où aussi le GDPR a énormément aidé, parce qu'il y a eu des mappings, parce qu'il y a des choses qui se sont retrouvées. Et pour conclure, pour laisser la parole aux autres, je vais donner un petit exemple de ce que je faisais avant de facto. J'étais responsable de l'innovation et des nouvelles technologies pour une grande ONG. Et il s'avère que j'ai mené un audit interne pour changer tous les outils. Et au cours d'un simple déjeuner, j'ai découvert en parlant avec les stagiaires qu'en fait, ils avaient des fichiers Excel à plusieurs dizaines de milliers de lignes qui se repassaient de stagiaire en stagiaire et qui n'étaient référencés nulle part et qui s'est avéré être en réalité une mine d'or d'informations et qualitativement très très belle. Et donc, en fait, on l'a intégré en source maître lors d'un import dans la DB principale. Donc, voilà. Merci Loïc. On a une question et ça fera aussi une transition avec Paul de Pierre Thomas, qui est un dirigeant de centre de profit de grandes multinationales, notamment dans les FMCG, et qui dit aussi la donnée, elle est partout, mais tout est dans l'interprétation de la donnée, notamment, et là, lui, il engage aussi le dialogue sur les sujets politiques, qui sont moins les sujets d'aujourd'hui, mais qui sont quand même ceux-là, c'est que trop de données tue la donnée. Donc, en un mot, avant qu'on passe la parole à Paul, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Parce qu'on peut orienter finalement en fonction de ce qu'on met dans la machine. C'est l'interprétation de la donnée qui fait la clé et le choix. Et c'est toujours aussi cette notion de remettre l'humain au centre du dispositif. Comment vous fonctionnez là-dessus entre le bruit, l'éventuelle manipulation de la donnée, parce qu'on l'a tous fait dans un CRM, on sait comment pousser les chiffres du Q1, Q2 pour que ça passe sous le radar de la direction générale. Donc, est-ce que vous avez, et ça Paul va nous en parler après, du sniffing justement sur des données qui sont suspectes ou qui pourraient être manipulées ou en tout cas tortillées? Moi si je peux répondre, parce que je pense que ce n'est pas tant une question de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tout simplement au niveau de la gouvernance, il y a les logs. C'est peut-être le petit point technique, mais en tout cas, on peut savoir qui a fait quoi à quel moment. Et c'est ça la clé pour moi du suivi. Et si je peux donner un conseil, c'est la responsabilisation. C'est aujourd'hui, et je pense que Paul sera d'accord avec moi, il faut oublier toutes les adresses email ou login génériques. Tout doit être nominatif. On doit savoir qui a fait quoi à quel moment. Oui. Et si les gens disent « je ne veux pas fliquer », ben, je suis désolé, mais aujourd'hui, ici, il faut prendre la responsabilité. Et si on a des audits, si on doit pouvoir tracer, on doit savoir qui a fait quoi. Et ce n'est pas nécessairement pour taper, mais c'est aussi pour comprendre. Et pour revenir sur cette notion de gouvernance, je pense que ce qui va avec la gouvernance, c'est la définition. Oui. C'est quoi une marge? C'est quoi la marge brute dans une entreprise? Vous demandez à 50 patrons, ils ont 50 définitions différentes. C'est juste. Voilà. Merci. On passe la parole à Paul. Pendant ce temps, Gilles, je t'en remercie. Tu as envoyé le premier sondage. Il y aura 3 sondages auxquels on peut répondre et qu'on commentera ensuite une fois qu'on aura fait le tour. Donc, ben voilà, Paul, on a dressé un premier tableau rapide parce que ce sont des domaines qui sont des domaines d'expertise, évidemment, où chaque spécialiste là autour de cette table a passé des décennies. Donc, on fait un condensé, mais données précieuses, données fragiles. Donc, toi, tu as fait toute ta carrière autour de ce sujet-là. Quelle évolution est-ce que tu vois dans ces risques informatiques? Parce que ça fait maintenant 20 ou 30 ans que tu es sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, toi, évidemment, j'imagine que pour ton métier de la sécurité informatique, tu étais déjà sur une tendance forte, mais là, il doit y avoir une explosion au moins potentielle du risque aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu l'appréhendes et comment est-ce que tu le définis? Parce que je rejoins tout à fait Loïc, il faut
d'abord nommer les choses et que tout le monde soit d'accord pour que les choses aient un nom et qu'on parle de la même chose pour se mettre d'accord sur des processus, sur des flux, sur des outputs, sur des KPI, sur une gouvernance. Donc toi, qu'est-ce que tu mets derrière les mots de sécurité informatique, de dangerosité et d'action à mettre en œuvre pour les compléter? Sachant que Paul a créé plusieurs sociétés dans la sécurité informatique, il travaille pour des sociétés de grand calibre, que ce soit des banques ou de belles ETI, et des sociétés qui ont des points très, très, très critiques et qui sont attaquées très souvent sur le plan informatique. Ben, merci de me donner la parole puis de m'accueillir ce soir. J'ai pris quelques notes sur ce qui a été dit par les interlocuteurs précédents. Ce que je propose, c'est de donner un éclairage peut-être sécurité sur ce qui a été dit, puis de répondre aussi aux questions qui seront posées. J'ai démarré avec quelque chose qu'on lit assez souvent et que je n'aime pas, c'est data is the new gold. On le voit partout. Et ça a été très justement dit par Robert, qui a fait une analogie avec le pétrole que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, si on me donne de l'or, je peux l'utiliser n'importe comment. Ce n'est pas le cas de la donnée, et ça a été justement dit précédemment. Aujourd'hui, si on me donne la base de données d'Amazon, ben, super, mais qui ça va intéresser telle quelle? Il va falloir la travailler, cette donnée. Il va falloir être capable d'aller chercher ce qui a de la valeur dedans. Et on se confronte du coup à un deuxième problème, qui est le problème du volume auquel on est confronté aujourd'hui. Et mon métier principal aujourd'hui, c'est de faire de la collecte de logs, de recevoir tous les logs des systèmes de mes clients pour rechercher des signatures d'attaque, des tentatives d'attaque dedans. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est les volumes que ça représente. Aujourd'hui, mon client moyen génère environ 500 événements par seconde. Ça veut dire 500 lignes de log à la seconde. Ça veut dire, fonction des logs, autour de 40 gigaoctets de logs par jour. Ça, Michel nous demande, Paul, qu'est-ce qu'un log? Un log, c'est une trace d'une action dans un système. Je me suis connecté sur un système, ça va créer un log, ça va créer une entrée qui dit « Monsieur X s'est connecté ». Merci. La réception d'un mail, toute action dans un système doit normalement générer une trace, comme le disait précisément Loïc juste avant. Et notre travail, c'est d'analyser ces traces pour essayer d'identifier des déviances, des comportements anormaux et pouvoir réagir plus vite quand il y a une attaque. Malheureusement, enfin, ça c'est des chiffres que vous avez probablement tous vus, tristement, il nous faut encore 3 mois en moyenne pour nous rendre compte qu'une société a été piratée. C'est la moyenne aujourd'hui en Suisse. Il faut 3 mois pour qu'une société se rende compte qu'elle a été piratée. Et en fait, c'est juste que c'est très compliqué parce qu'on est submergé par la data. Moi, la data que je traite, c'est ces logs. Je vous dis, le client moyen en génère 40 gigaoctets par jour. Mes plus gros clients aujourd'hui génèrent plus d'1 téra de logs par jour, 1 téra de données par jour. Donc, autant dire que si on ne sait pas ce qu'on cherche dedans, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin, ça ne marchera pas. Donc, il faut déjà à l'avance savoir ce qu'on va chercher. Comme ça a été mentionné aussi très précisément tout à l'heure, on est face à un problème de dispersion de la donnée. Aujourd'hui, on a des bouts de données un petit peu partout. Et ça, à sécuriser, malheureusement, c'est extrêmement compliqué. Parce que la sécurité, c'est quelque chose de global. On dit souvent, vous l'avez tous aussi probablement lu, que la sécurité, c'est l'équivalent de la sécurité d'une chaîne, c'est celle du maillon le plus faible. Et si j'ai de la donnée très importante qui est dans un fichier Excel, finalement, tout le reste peut complètement être compromis. Oui. Donc, cette dispersion de la donnée, ça la rend encore plus compliquée à sécuriser, très clairement. Et puis, c'est pour ça que ça doit être anticipé. Ces projets de manipulation de données, de transformation, malheureusement, les gens ont tendance à penser à la sécurité un peu trop tard. La sécurité, c'est quelque chose de transverse. C'est quelque chose qui doit être anticipé dès le départ. Et on voit aujourd'hui dans les sociétés la création de rôles type Data Protection Officer. Donc, ça va être le travail de s'assurer que la donnée est correctement utilisée, qu'elle est correctement sécurisée, où est-ce qu'elle va être stockée. C'est un rôle relativement nouveau qui est arrivé plus ou moins avec la GDPR, mais il y a encore 5-6 ans en arrière, dans les grands groupes, il n'y avait pas de DPO. C'est quelque chose qui se crée relativement récemment. Donc, voilà ce que je peux dire. Ça va peut-être dévier aussi du coup un sujet qui est adjacent quelque part à ce problème de données, c'est le sujet du cloud aussi. Aujourd'hui, et particulièrement dans cette période de Covid, le cloud peut
peut être une solution effectivement pour améliorer sa sécurité, parfois contrairement effectivement à ce qu'on peut penser. Entre avoir un serveur mail chez soi mal configuré et puis confier son serveur mail à un prestataire qui fait que ça, qui va le monitorer correctement, ben, ok, les données seront chez ce prestataire, mais le risque au final est peut-être moins important que d'avoir son serveur chez soi et qu'il va falloir tenir à jour, configurer correctement, enfin, etc. Donc, je ne suis pas un fanatique du tout cloud ou tout on-premise. C'est quelque chose qui s'analyse avec une analyse de risque. Et dans ce contexte-là, je crois que la notion de proximité, elle est aussi assez importante pour le cloud et pour le reste. Nous, c'est quelque chose, on voit, qui est très important pour nos clients. Quand on parle de sécurité, on a un peu la même relation avec les clients que ce qu'ils peuvent avoir avec leur médecin, on constate. On n'a pas envie d'aller expliquer ses problèmes à quelqu'un par téléphone qui est de l'autre côté de la planète. Ben, c'est un petit peu pareil pour les problèmes de sécurité. Et je crois que quelque part, c'est un peu pareil pour la data aussi. Notamment pour les... Je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est légal, mais avoir ces datas proches de chez soi, idéalement même dans le même pays, ça permet d'avoir un même cadre juridique qui s'applique. Ça permet d'avoir possiblement un accès physique même à la data. Parce que quand il n'y a plus rien d'accessible, c'est quand même très, très pratique de pouvoir aller la chercher, cette donnée. Voilà ce que je peux dire en 2 mots sur les sujets qui ont été abordés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue sécurité pour protéger cette data? Il faut anticiper, comme je le disais précédemment, considérer que la sécurité, c'est quelque chose de transverse. Gardez à l'esprit que le premier risque, c'est très souvent les utilisateurs, c'est même presque toujours les utilisateurs. On peut avoir le meilleur système du monde, si on a encore des utilisateurs qui font n'importe quoi et qui mettent Toto 1, 2, 3 comme mot de passe, ça va pas aider, hein, ça c'est certain. Et puis après, il y a souvent des techniques aussi simples de pièges. C'est typiquement ce qu'on fait en utilisant ce qu'on appelle des honeyfiles ou des honeypots. L'idée, en fait, c'est on a beaucoup de données, on a des volumes de données qui sont gigantesques. C'est très compliqué de surveiller l'accès globalement à cette donnée. Par contre, ce qui est assez simple, c'est d'aller cacher une donnée piégée à l'intérieur de ça. Et celle-là, de la surveiller très, très finement. Et donc, on sait que le jour où cette donnée piégée est accédée, il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Et ça permet de réduire le délai de 3 mois dont on parlait précédemment. Compris. Merci beaucoup. On a plusieurs questions qui sont assez globales, notamment une de Tristan qui nous dit, en termes de sécurisation, est-ce que le fait de globaliser, de centraliser les données dans un cloud est plutôt une bonne chose, ou au contraire, c'est comme tout mettre dans une forteresse? C'est Vauban, il avait fait ses forteresses, vous vous souvenez, jusqu'au moment où le canon a été inventé. Donc, tu mets tout dans ton grenier fort, ouais, c'est super, mais si quelqu'un accède à l'intérieur du grenier fort, qu'est-ce que ça donne, ça? Est-ce que globalement, tes clients les mieux protégés, Paul, sont plutôt ceux du grenier fort ou bien ceux qui dispersent l'information, voire c'est le fameux hidden in plain sight, la cache en pleine vue, ou est-ce que vous avez des stratégies de dispersion volontaire de l'information dans des choses trappes, ou est-ce que globalement, on met un grand mur et puis on fait en sorte de mettre la muraille la plus épaisse possible? Ce qui est vrai, c'est que plus un système est homogène, plus il est facile à sécuriser. Moins il y a de portes d'entrée, plus c'est facile de contrôler les accès et les sorties. Ça, c'est certain. Donc, un système qui est très disparate, avec des données dans plusieurs pays, avec plusieurs systèmes différents, peut-être que ça sera plus compliqué à accéder aux données, mais ça sera beaucoup plus simple de rentrer dans le système. Donc, d'une manière générale, et comme je le disais précédemment, quelqu'un qui aurait tout à un même endroit dans le cloud, si c'est fait correctement, globalement, je pense que c'est acceptable d'un point de vue de sécurité, pour autant qu'on ait confiance dans le prestataire cloud. Après, évidemment, si vous êtes fabricant de systèmes d'armement et que vous mettez ça dans un cloud américain, il y a peut-être des questions à se poser. On est bien d'accord. Mais pour le fleuriste du coin, je pense que c'est une solution qui est parfaitement acceptable. Question d'Anthony aussi, et n'hésitez pas les uns ou les autres à prendre la main sur le déploiement de la 5G, en disant notamment qu'il va y avoir de nouveaux services liés à la data.
parce qu'il va y avoir une capacité notamment de gérer des voitures ou des objets connectés en temps réel. Ça, sous l'angle de la sécurité, Paul, sous l'angle de la gouvernance, Loïc, sous l'angle de l'explosion du volume de données, Jean-François ou Robert, qu'est-ce que vous avez les uns ou les autres à dire sur la 5G ou ce qu'il en est aujourd'hui dans les pays, parce que moi-même qui ne suis pas un spécialiste, peut-être que vous êtes déjà en amont bien informé là-dessus. Pour moi, c'est quelque chose que je vois encore arriver dans les mois ou les années qui viennent selon les pays. Si vous permettez, peut-être, moi je vais juste, on peut même élargir le sujet en fait aux objets connectés en général. Je crois que c'est pas tant la 5G le problème, c'est tous les objets qui vont être connectés d'une manière générale. Et le souci de ces objets connectés, c'est que c'est des objets qui valent généralement quelques francs. La brosse à dents connectée, le frigo connecté, enfin le frigo c'est un peu plus cher, mais tous ces objets, généralement, ce que je veux dire, c'est que la sécurité est souvent mal adressée sur ce type d'objets et que ça crée justement une porte d'entrée dans un système d'information. Oui. C'est probablement ça le vrai problème des objets connectés. Donc, pour bien utiliser ce type d'objets, il faut souvent les mettre sur un réseau à part ou avec une sécurité forte. Oui, je pense de manière un peu plus large, la problématique qu'on va avoir avec ce genre d'objet, ça va être dans les pratiques des utilisateurs, parce que comme le disait bien Paul, le risque principal, c'est l'utilisateur en termes de sécurité. Et je pense que le mindset en termes de sécurité, en tout cas celui que j'avais avec mon ancienne casquette et que j'ai toujours chez De Facto, c'est pas si on va se faire attaquer, mais quand on va se faire attaquer. Oui. Parce qu'en fait, on va se faire attaquer d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un tout petit truc ou par un truc immense qui va faire que la boîte va couler. C'est malheureusement le risque ultime. Et pour en venir aux objets connectés, c'est faire les bons choix. Qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon entreprise? Qu'est-ce qu'on va valider? Est-ce que demain, j'offre des smartwatches à tout le monde? Ou est-ce que je prends le cas de la Belgique, qui est un exemple très concret? En Belgique, la data auprès des opérateurs mobiles coûte très cher. Donc, les employés veulent à tout prix avoir des accès guest sur le réseau Wi-Fi de l'entreprise. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déploie un réseau Wi-Fi secondaire avec une ligne Internet secondaire totalement coupée du réseau de l'entreprise? Ou est-ce que je permets à un téléphone qui n'est pas sécurisé de se connecter sur mon réseau Wi-Fi? Parce que je prends les forfaits classiques en Belgique, c'est 6 gigas de data pour 40 € par mois, quoi. C'est pas la France, quoi. Donc, quand vous êtes français, c'est très dur à vivre. Et c'est toutes ces petites questions qui se posent sur la relation de ces nouvelles données, entre guillemets, qui vont émerger, qui viennent plus de la sphère privée. Comment on va les intégrer dans la sphère de l'entreprise? Ça me fait rebondir à une question de Grégory. Merci beaucoup, Loïc, sur le rôle de la blockchain dans les enjeux qu'on décrit. Et Jean-François, si tu pouvais nous éclairer là-dessus. Je me souviens, tu nous parles souvent quand tu expliques les ERP et le fait qu'ils sont en cloud maintenant, que finalement, tu peux assez facilement, en allant taper dans le tuyau et non plus dans le mainframe, récupérer les données des ventes d'un grand groupe anglo-saxon, etc. Et finalement, on va taper, je parle aussi sous le contrôle de Paul, et est-ce que la blockchain peut, du coup, de bout en bout, crypter tout ça et permettre finalement une sécurité plus grande? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'application où tout est crypté de bout en bout? Est-ce que ça déplace seulement la faiblesse et l'enjeu? Paul et Jean-François, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Jean-François, peut-être en premier. Tout d'abord, moi je ne suis pas un spécialiste de la blockchain, mais définitivement c'est un des axes de sécurisation, d'encryption de l'information qui est exploité et qui aujourd'hui nous donne un espoir de sécurisation, on va dire au niveau global, qui est assez important pour tout le monde. Je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je ne vais pas discuter de ce sujet-là, la même chose sur la 5G. Par contre, je vais parler du cloud. Oui. Et je rejoins complètement les propos de Paul, parce que les providers de cloud, ils n'ont d'autre choix que de hautement sécuriser leurs environnements. Et souvent, aujourd'hui, nos propres clients et des prestataires locaux, finalement, le choix de la sécurisation, il vient toujours après le business, après les autres priorités. Tandis que le cloud provider, lui, si demain il est impacté, il est hacké, après-demain, il tombe. Oui. Voilà.
Donc, les enjeux pour un cloud provider sont tels qu'il n'a d'autre choix que d'ultra sécuriser ces environnements, de remplir les normes de ISO, de 27001, de faire tout ce qu'il faut en matière de sécurisation, double authentification, authentication. Voilà, il met tout en œuvre pour sécuriser son environnement parce que c'est son ADN. Et la sécurité fait partie de l'ADN du cloud provider et pas forcément chez nos clients, chez certains prestataires, ça ne fait pas forcément partie de l'ADN. Ils vont d'abord se concentrer sur leur core business et ils vont dire après, on fera la sécurité. Et je pense que c'est ça la différence majeure et ça illustre aussi ce que disait Paul. Et effectivement, le cloud provider, il doit protéger son information, il n'a aucun autre choix et parce que l'enjeu même de la survie de l'entreprise est là. Merci, c'est vraiment très clair. Question de Marc Chancerelle que je connais qui travaille dans le private equity. Et évidemment, pour des gens qui sont dans le private equity, la notion de valorisation d'une entreprise, et la question vaut pour Loïc et Robert, la question d'une valorisation de l'entreprise, elle est liée dans les data rooms en amont, et puis après, elle est liée pendant la durée de l'investissement sur les KPI. Et donc, Marc redit bien qu'il répond aussi à Pierre Thomas, il y a une notion de données qui doit être fiabilisée pour pouvoir être exploitable. Et Marc dit que, par exemple, si on prend l'exemple de Donald Trump qui minimisait le Covid au début, les faits et les données qui arrivent massivement vont tellement contre lui que, évidemment, on ne peut plus rien dire à l'encontre de cette croyance. La croyance finit par redevenir un fait devant la masse de l'information vérifiable. Mais sur cette notion de gouvernance de la donnée, Loïc et Robert, sur des cas concrets de prise de décision où ça a permis soit d'éviter des crises, soit de gérer de la crise, est-ce qu'on fait appel à vous quand déjà il est trop tard, que les projets sont partis en vrille et vous mettez des semaines ou des mois à déjà essayer de démêler le fil de la data avant de pouvoir poser un diagnostic, ou est-ce que la plupart de vos mandats sont préemptifs et sont en amont des problèmes? Et évidemment, la question se pose aussi pour Paul, parce que si tu joues un pompier lorsque toute la ville est en feu, c'est déjà un peu trop tard. Robert, Loïc? Ouais, je peux peut-être prendre la parole sur le sujet, si ça ne dérange pas Loïc. Je vous disais tout à l'heure que dans la chaîne de valeur de la data, cette phase en amont qui est déjà d'une part la collecte et ensuite le fait de venir formater cette donnée, améliorer la qualité de cette donnée, etc. Oui, tu vois bien que forcément, ça contribue à produire des choses plus qualitatives qui vont permettre normalement d'avoir une information fiable qui va permettre de prendre des décisions qui vont être plus fiables ou en tout cas qui auront tendance à aller vers un niveau de justesse qui soit plus proche de celui qui devrait être. Tu parlais de Donald Trump tout à l'heure. Alors, je pense qu'il a beaucoup minimisé effectivement la crise associée. Alors, j'ose croire que c'était pour des bonnes raisons et certainement des raisons économiques, mais je pense qu'on n'est pas là pour débattre du sujet ce soir. Mais quand tu vois que le fait de pouvoir reposer une décision sur des données qui sont fiables est hyper important. Et tout à l'heure, Loïc parlait de gouvernance par la data. Nous, on parle de gouvernance de données chez Synotis. Donc, nous, dans le cadre des projets sur lesquels nous sommes amenés à travailler, la qualité de données, finalement, c'est une des parties, en fait, de cette gouvernance. Donc, on est en train de parler de beaucoup de volumes de données qu'on va traiter, qu'on va essayer d'exploiter pour devenir data-centric, data-driven. Et on se rend compte que finalement, dans toute cette cinématique de production d'une donnée qui soit utilisable en bout de chaîne, c'est extrêmement complexe. Donc, on essaye de mettre à contribution l'ensemble des acteurs de l'entreprise de façon à ce qu'ils puissent participer tous à cet effort et que ce soit un effort collectif. Compris. Loïc ou Jean-François, quelque chose à rajouter là-dessus? Sur la crise, moi, ce que je peux donner, c'est l'exemple du Covid-19 où nous, on est intervenu sur un des plus grands hôpitaux de Bruxelles
sur la mise en place en fait d'un cockpit de pilotage rapide. Et ce qui a été intéressant sur le projet, je pense, en termes de données, de faisabilité, etc., pas rentrer dans les détails sur la mission et autres, ça a été de voir qu'en réalité, ce qu'on se rend compte aujourd'hui dans la mise en place de projets autour de la data, le principal point de blocage, c'est l'humain. Qu'on le veuille ou non, c'est faut avoir des accès, il faut avoir des laptops sécurisés. Il y a toujours une bonne raison, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'en moyenne, on voit que nous, chez certains de nos comptes, on va mettre 4 à 6 semaines à obtenir full access pour faire ce qu'on a besoin de faire. Et on va avoir 15 minutes pour le faire et pas 15 minutes 10. Dans le cas du Covid, ça a été marrant de voir à quel point, en 3 coups de téléphone et une réunion, toutes les portes s'ouvraient et ce qui était potentiellement impossible était là tout à fait réalisable, tout en mettant en place des mesures de sécurité, vous imaginez, dans l'univers du médical, possible. Et donc, je pense qu'encore une fois, on est dans une question de gouvernance, de stratégie et d'humain. Oui. C'est la data. On connaît tous cette petite boîte où en fait tout le monde a peur de l'IT manager parce que s'il part, plus rien ne va tourner parce que c'est une espèce de black box immense et c'est comme est-ce que je mets les données dans le cloud, est-ce que je les confie à un prestataire, est-ce que je crée mon équipe IT interne? Il n'y a pas de bonne réponse, il y a des choix stratégiques qui sont faits par l'entreprise, il faut les assumer et chaque choix a ses avantages et ses inconvénients, des avantages qui vont coûter beaucoup plus cher. Et derrière, vous n'avez pas de dépendance. Hein. Vous pouvez aller sur, je pense que Jean-François pourra en parler, on peut aller sur du SAP. Si on n'est pas content de son intégrateur SAP, je pense qu'il y en a des milliers sur le marché. On peut changer. On peut aussi aller avec la petite PME du coin qui développe une solution 100% custom sur mesure, qui vous l'appelez à 3 heures du mat le dimanche, il va répondre parce que vous êtes son plus gros client. Maintenant, si demain, le lead développeur de cette boîte, il fait un AVC, vous n'êtes pas sûr de pouvoir continuer à travailler avec le logiciel qu'il a mis en place. Voilà. C'est ça. Et donc, je pense que j'en reviens toujours à mon côté un peu humain, mais on a une dépendance à l'humain autour de la donnée qu'il ne faut pas négliger, quoi. Qu'est-ce que vous faites si vous perdez vos mots de passe? Il y avait une question de Pierre Thomas sur l'avenir des disques durs, etc. Oui. Moi, je vois chez mes clients, pour ça je l'ai mis un exemple, on a un de nos clients qui s'est réamusé en fait d'un point de vue sécurité à refaire un dump de sa DB centrale toutes les semaines, qui remettent dans un coffre à la banque comme il y a 20 ans. Parce que pour eux, c'est la seule manière de vraiment sécuriser. Et vu qu'ils ont pris des grosses assurances pour assurer leurs données, bah, l'assurance a demandé ça. Et donc, je pense que, peut-être pas les disques durs, mais en tout cas, les formats de stockage doivent évoluer et on doit pouvoir les suivre de manière aisée et voir ce qu'on en fait demain, quoi. Toi, Paul, merci beaucoup, Loïc, c'est très, très précis. Paul, dans tes interventions, plutôt pompier ou plutôt préventif ou un mélange des deux? Parce que ça rejoint finalement les 4. Vous êtes des urgentistes, mais voilà, si on apparaît sur des cas dépassés de coma, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Et j'aimerais corréler ça à une autre question, c'est que nous qui vous écoutons, on est à des stades de nos entreprises différents. Il y a des multinationales qui nous écoutent, il y a des PME. À partir de quel moment est-ce que je dois me poser ces questions de sécurité? Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est à partir d'une certaine taille? Est-ce qu'il faut que je pense, Robert, à collecter des données tout de suite? Jean-François, à mettre un ERP, ou est-ce que je reste sur Excel pendant quelques années? Et puis Loïc, est-ce que je dois penser à une gouvernance par les KPI tout de suite? Voilà, repassons la parole à Paul sur la sécurité par rapport à ça. Mais ma question, c'est par rapport au stade de nos entreprises. Ce qui est certain, et j'insisterai jamais assez là-dessus, ça s'anticipe la sécurité. Une fois qu'il y a eu un problème, c'est généralement trop tard. Après, on va rentrer dans ce qu'on appelle de l'analyse forensique. Et le but, ça va être de comprendre déjà ce qui s'est passé et peut-être de pouvoir apporter une solution. Mais c'est coûteux, c'est long, c'est sans garantie. Et souvent, le plus simple, c'est de tout brûler et de tout refaire. Mais vraiment, si on regarde ce qui s'est passé chez Areva, par exemple, il y a quelques années en France, ils ont fermé la tour.
ils ont fermé la tour, ils ont réimagé tous les systèmes. Parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple à faire, hein. Donc, ça s'anticipe la sécurité. Le cas le plus classique, et qu'on voit malheureusement encore trop souvent, c'est le cas du CryptoLocker. C'est la société qui se fait chiffrer ses fichiers. Et après, il faut payer une rançon pour récupérer l'accès aux fichiers. Ça, vous l'avez tous probablement déjà entendu parler de ce type d'histoire. Il y a malheureusement des cas aujourd'hui de sociétés qui doivent payer la rançon parce que sinon, elles ferment. Parce qu'elles n'ont pas de backup, parce qu'elles n'ont pas les données ailleurs. On l'a vu, enfin, je veux dire, on l'a vécu, des cas comme ça. Et c'est terrible parce que ça encourage la criminalité. Donc vraiment, ça doit s'anticiper. Une fois que le problème est là, c'est très compliqué, vraiment. Ouais. Et toi, par rapport à, petite question complémentaire avant de laisser les autres rebondir là-dessus, depuis le Covid, explosion des attaques ou ça a pris aussi les hackers de court? Alors, c'est quelque chose qu'on a surveillé de très près. Et les premières semaines, honnêtement, en tout cas sur le périmètre où on est, nous, nos clients sont principalement en Suisse et au Luxembourg, pas de grande différence. Par contre, une semaine après, on a vu que les hackers ont changé de stratégie et ont ciblé la santé, ce qui est horrible, mais enfin, c'est même des pourritures, mais on ne va pas leur demander d'avoir une éthique, ce sont des hackers. Ouais. Donc, on ciblait pas mal la santé et on fait des attaques justement qui se portent bien à ce contexte Covid, qui ciblaient des personnes à la maison, qui utilisaient des vecteurs d'attaque susceptibles d'être propagés via des gens qui sont à la maison. Donc, oui, on a vu une différence. Il faut garder à l'esprit quand même qu'aujourd'hui, la criminalité informatique, c'est plus des jeunes dans leur garage qui font ça pour s'amuser, hein. Ce sont des organisations criminelles qui sont derrière et qui génèrent du revenu avec ça. Donc pour eux, ça peut être une aubaine, hein, la période Covid. Et est-ce qu'ils essayent de vous attaquer vous aussi? Tu vois, toi, puisque tu es un défenseur, un ange blanc, est-ce que vous-même, ton entreprise est sujette à des attaques ou pas? Alors évidemment, oui, c'est quelque chose qui est même fréquent. Enfin, tout le monde aujourd'hui, hein, et tout le monde est attaqué. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, la vraie question, c'est est-ce que ce sont des attaques vraiment ciblées ou pas? Oui, c'est juste. Voilà. Et ça, ça demanderait d'analyser chaque attaque pour comprendre ce qui se passe derrière. C'est rare les gens qui vont dans ce type de détails. Oui, d'accord, compris. Robert, toi, dans l'émission que tu fais, est-ce que tu arrives quand les situations sont mûres, on fait appel à toi à quel moment dans un cycle marketing, dans un cycle process, dans un cycle de décision? Alors, nous, on fait souvent appel à Synotis quand on commence à prendre conscience que la donnée peut être le nouvel or noir. Ouais. Et on se demande par quel bout prendre la problématique parce qu'on voit les volumes, on voit les systèmes hétérogènes et on se dit par où il faut commencer. Donc, nous, généralement, on arrive déjà à commencer par une sorte d'audit où, en tout cas, on fait un état des lieux avec le client et puis on a, nous, certaines personnes chez nous qui réalisent des prestations de type je viens voir l'état des lieux et puis je viens vous conseiller sur votre usage de vos données. Et parfois, ça va même jusqu'à transformer le modèle de l'entreprise, à lui conseiller de transformer son modèle de façon à rendre monétisable sa donnée. Et oui. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, les GAFA, je crois que j'ai… Il y a une question, c'est bien de la reprendre. Merci. Les GAFA, aujourd'hui, elles parlaient de GDPR et autres tout à l'heure. Et ça, je pense que ça a eu du bon également. Hein, c'est ce que disait Loïc, hein, il me semble, un peu plus tôt. Ça a apporté un cadre pour protéger les données personnelles des gens comme vous, comme moi, qui utilisent aujourd'hui Facebook, Google et autres, et avec et avec ces entreprises qui collectent vos données sans forcément avoir votre consentement explicite. C'est important. Il faut normalement donner son consentement explicite pour pouvoir utiliser et exploiter des données qui sont des données en plus personnelles. Ça vous est déjà arrivé d'aller regarder pour votre prochain voyage pour les vacances
Et puis, vous quittez Google et paf, vous avez une pub d'un partenaire qui vous dit ah bah tiens, il y a un super truc sur les Maldives. C'est exactement la destination que vous veniez de regarder. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui traiter cette problématique de la donnée de façon globale. La sécurité, c'est quelque chose d'hyper important. Je me souviens d'un projet sur lequel on a eu un peu une guerre psychologique en fait, finalement, parce qu'on a eu une demande de rançon. Ils avaient hacké un des serveurs qui était pourtant dans le cloud et normalement avec des acteurs qui sont dont le focus est ce que disait Jean-François, c'est la sécurité quand même, leur focus. C'est dans leur ADN et je te rejoins complètement. Et aujourd'hui, avoir un client final qui a des serveurs on-premise, se dire qu'il est meilleur que les personnes qui travaillent pour les providers de cloud au niveau de la sécurité, c'est toujours un peu étrange. Ouais. Voilà. Et nous, on voit aujourd'hui que les projets data sont capables aujourd'hui d'aller de plus en plus dans le cloud. Et ce projet-là, en l'occurrence, il s'agissait de mettre en place une architecture type Data Hub dans le cloud. Et on a eu une demande de rançon pour soi-disant une attaque. Et donc, je vais reprendre les propos de Paul tout à l'heure. Ce qu'on a fait tout de suite, c'est qu'on a regardé les logs, forcément, et on a vu qu'il n'y avait pas de paquet en fait, qui avait transité. Donc, en fait, ils n'avaient rien pris. Ils nous avaient menacé de supprimer notre base de données de notre client. Et en fait, je pense qu'il y a un peu une petite guerre de psychologie quand on a affaire à ce type de personnes ou d'organisations malveillantes. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Je dis qu'il faut faire attention parce que parfois, ils jugent de stratagèmes vraiment logique. C'est pour nous. Voilà. Donc, mais pour revenir à ce que tu disais, c'est que cette problématique de projet data, il faut le prendre en compte assez rapidement pour surtout connaître les usages et derrière définir une organisation qui va bien, définir des processus qui vont bien, la sécurité qui va bien. Donc, gouverner correctement les données. Jean-François parlait tout à l'heure dans son introduction de détenteurs de la donnée, de patrons de la donnée. Donc, il y a des nouveaux métiers qui sont arrivés, de data stewardship. Oui. Et il y a d'autres métiers encore qui sont de plus en plus présents aujourd'hui dans les entreprises, qui est le poste de Chief Data Officer. Oui. Donc, on confie à une personne la définition de la stratégie liée à la data et liée à ce qu'on veut faire de cette data, de cet or noir à raffiner. Très juste. On a la réponse, ça vient compléter certaines de vos remarques et de nos points de vue sur le premier sondage. On voit quand même, c'est ce que je disais, on a un public qui est quand même relativement éduqué sur la data. Avez-vous une politique de gestion de la data dans votre entreprise? 80%, 80% pour les Vaudois, des gens en ont déjà une. Estimez-vous que les données que vous collectez dans le cadre de votre activité peuvent avoir une valeur pour votre entreprise? Oui, à 96%. Donc, longue vie à Synotis là-dessus parce qu'il va y avoir beaucoup d'exploitation des données et bien sûr aussi à des factos. Avez-vous mis en place une stratégie data basée sur le data mining, deep learning ou similaire? Non, pas encore. Donc, on voit bien que l'or noir, il n'est pas raffiné aujourd'hui. Et pensez-vous que vous pouvez régler seul la question du traitement de vos données? C'est aussi un peu tout l'objet de cette table ronde aujourd'hui. C'est non, parce qu'on le comprend bien et pour nous tous qui sommes dans ces métiers de la transformation digitale depuis 20 ou 30 ans, du directeur IT d'il y a 30 ans jusqu'au Chief Transformation Officer, Chief Digital Officer, Chief Data Officer et tout, Chief Security Officer pour Paul et j'en passe et des meilleurs pour les responsables du côté des ERP pour Jean-François. C'est maintenant multi-tenant. Donc ça, Loïc, quand vous arrivez, que vous frappez à la porte d'une citadelle féodale qui veut de la gouvernance, tu parles à qui? Tu dis, toi, tu pointes le doigt sur qui? Parce que c'est sur des multinationales comme celles que vous traitez, c'est parfois, comme tu l'as dit dans ton job précédent, c'est parfois le stagiaire en sous-main qui détient la pépite en réalité sur laquelle repose beaucoup de la valeur de l'entreprise. Donc, vous faites comment? Alors, je pense que tu vas être déçu de la réponse parce qu'en fait, je n'ai pas un modèle universel. Ah non, moi, je veux vous êtes censés être des scientifiques. Moi, je veux des trucs absolus, parfaits, que Paul soit totalement les virus du monde, que les ERP soient parfaits dans un monde parfait et que tu sauves le monde et notamment notre gouvernement français.
Et en fait, ce qu'on constate souvent dans la plupart, c'est que nous, on arrive, il y a des choix qui ont déjà été faits, qui ne peuvent pas être remis en question parce qu'il y a un poids politique où on ne touche pas à SAP parce que SAP, ça marche et il ne faut pas toucher. Et si je prends l'exemple du gouvernement français, bah, c'est simple, ils ont choisi la manière dont ils allaient restituer l'information avec la French Tech Toucan qui a répondu au projet en mode voilà, on va faire un truc jeune, à la mode, branché, machin. Par contre, comment on allait alimenter cette application oui. Voilà. Et nous, on a proposé une approche en 6 semaines, préfixe, boum, on y va, et voilà. Et sur d'autres groupes, en général, je pense que nous, on est très mauvais vendeurs, hein, si on est honnête. Nous, on rentre par des plus petits projets, et une fois qu'on est dedans, un peu comme un cheval de Troie, ben, en fait, dès qu'on commence à toucher à la data, très vite, on peut identifier les problématiques. Et en fait, on a des politiques de farming. Chez BNP Paribas, en réalité, c'est 20 ans d'expérience au sein du groupe qui font qu'on était un peu partout. Et puis voilà, maintenant, quand on prend les missions un peu plus classiques, on verra, c'est souvent des directions de la transformation, etc. En tout cas, nous, on évite à tout prix, je crois que chez aucun de nos clients, on est là-dessus, on évite à tout prix les services IT. Oui. Dans aucun des cas, on est en relation avec les services IT et les services IT se font comme objectif de fin d'année de nous dégager tous les ans. Oui. Parce qu'en réalité, on est très business-driven et orienté résultat et souvent, on arrive à faire des POC assez rapides, etc. Donc, j'ai envie de te dire, je ne vais pas dire qui on vise, je vais dire qui on ne vise pas, c'est les services IT. Tout le reste, on peut essayer d'attaquer et quelqu'un qui a un vrai pouvoir de décision. Oui. Et après, on peut commencer petit et grandir. Oui. C'est un peu la clé. En tout cas, pour une entreprise de notre taille, il faut être humble, en fait, assez simplement. Et très, très loin de l'IT qui va tout de suite réfléchir. Il va voir tous les problèmes avant qu'on ait commencé. En disant, c'est pas possible. Première phrase, c'est ça, c'est pas possible. Il va falloir leur donner des PC portables, j'en ai plus en stock. Il va falloir créer des accès VPN, vous vous rendez pas compte, c'est compliqué. Ils sont à Bruxelles, on est à Paris. C'est pas le même Internet en Belgique. Enfin, voilà. On peut tout entendre. Merci. Toi, Jean-François, l'ERP, un mal nécessaire et du coup, en gros, on en change tous les 10 ans, on frappe à ta porte, t'arrives, c'est la cata, les process sont pas là, la gouvernance est pas là, la définition des métiers est pas là, ou est-ce que finalement, les décennies passent quand même et il commence à y avoir un usage des ERP qui fait qu'il commence à y avoir des gens qui savent ce que ça permet de faire, ce que ça ne permet pas de faire aussi, et des gens qui mûrissent en face de toi, où c'est de nouveau, pour paraphraser Nietzsche, humain, trop humain, et toujours l'humain et sa défaillance qui revient chez chacun de tes clients et de tes projets. J'espère qu'on ne va pas être trop dérangé, il y a un gros orage derrière. Donc non, on n'entend rien là. Donc, voilà, ce qu'on a vu beaucoup, en fin de compte, ces dernières 5 années, c'est le volume des données a grossi. Et je pense que tout le monde en a parlé, que ce soit Loïc, Robert ou Paul, ou toi-même, Jean-Charles, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas chez un client, il y a un ERP. Oui. Il y a de multiples applications qui sont là aussi pour gérer cette donnée qui a grossi. Oui. Donc, l'ERP, il se veut centralisé avec plein de modules pour couvrir le maximum. Mais au fil des années, la donnée elle a grossi et l'ERP s'est vu dépasser parce que il gérait pas forcément bien le CRM et certaines parties en amont et en aval n'étaient pas forcément bien gérées. Oui. Donc après, on va dire maintenant 15-20 ans d'utilisation d'un ERP, les clients ils se repensent autour de nouvelles solutions, autour de solutions complémentaires. Ils vont commencer à catégoriser leur information et l'information de l'entreprise en disant l'ERP, il va faire ça. Et puis, telle autre application, le CRM, on va l'utiliser dans tel usage. Et je pense qu'on est aujourd'hui à un tournant, et c'est pour ça qu'on voit apparaître ces ERP en cloud, où les clients sont en train de se dire quelle est la validité de mon information, ce que j'ai capitalisé pendant 20 ans autour de mes processus dans mon ERP, est-ce que ce n'est pas le moment de les remettre aujourd'hui en cause et de repartir sur des modèles différents? Et c'est pour ça que les providers, les éditeurs de façon générale sont venus avec des solutions
ERP en cloud pour aider aussi certains clients à se renouveler dans l'usage de leur ERP. Donc, on a aujourd'hui le challenge. On a des clients qui se disent « il est temps de migrer ». Voilà, et qui se posent la question sur quoi je veux migrer demain. Et ils se posent la question que tout le monde se pose aujourd'hui, et je vois les différentes questions qui apparaissent et qui sont très intéressantes, c'est sur quoi je vais pouvoir alimenter mon information, mon système d'information, et est-ce que demain, j'ai besoin de tout centraliser, j'ai besoin de disperser, comment je vais sécuriser tout ça. Aujourd'hui, les clients se posent la question, y compris dans le renouvellement ou la mise à jour de l'ERP. Oui. Maintenant, le challenge qui nous attend, et je pense que c'est probablement un des plus importants, et on parlait de la sécurité et du risque, sur les différents cas que moi j'ai pu vivre avec mes clients. Le risque est il vient souvent de l'intérieur. On parle beaucoup de hackers, etc., mais le plus gros risque que j'ai vu, il venait de l'intérieur. Il venait des problèmes d'accès, des problèmes humains. Il venait des gens qui avaient accès à de l'information qui ne devraient pas. Voilà. Et la sécurisation, elle se fait via l'externe, mais elle se fait aussi beaucoup en interne. Maintenant, la donnée de l'ERP et le challenge qui nous attend au niveau de la consolidation, c'est quel usage je veux en faire. J'ai bien aimé, je crois que c'était Pierre Thomas qui faisait la réflexion sur l'interprétation de l'information. Voilà. Et effectivement, de plus en plus, on a besoin d'interpréter la data. Juste. Et de plus en plus, on veut l'interpréter à un instant T. On veut de l'immédiateté. On voit bien tous à titre personnel. Quand on veut de l'information, on parlait du Covid et de l'information qui est apparue aux États-Unis et qui a été peut-être mal interprétée, c'est est-ce que Donald Trump a bien interprété la donnée correctement à un instant T. Voilà. Et puis, quelle était la valeur de cette donnée? Est-ce qu'elle elle avait une grande valeur? Est-ce qu'elle était assez plausible pour qu'il puisse l'interpréter correctement? Finalement, ce challenge-là, c'est le même partout. Et dans l'entreprise, c'est vraiment notre plus gros challenge. Et pour interpréter la donnée, il faut qu'elle soit viable, il faut qu'elle soit contextuelle, il faut qu'elle soit, on va dire, de grande valeur pour qu'on puisse en tirer des analyses à un instant T et l'interpréter pour en faire quelque chose, pour prendre des décisions. Parce que finalement, la difficulté, c'est prendre des décisions. On prend des décisions sur de la donnée. Et on passe notre temps à la consolider, à l'agréger, à la sécuriser, à la transformer, à la migrer, alors qu'on doit prendre nos décisions sur la donnée. Voilà. Pour moi, le challenge au sein de l'entreprise, c'est ça. Ouais, très belle synthèse. Ça rejoint, on a le second sondage là, dont j'ai quelques résultats sous les yeux. Avez-vous mis en place une gouvernance de vos données? Oui, à 73%. Donc, on voit il y a une forme de cette maturité dont tu parles à l'instant, Jean-François. Avez-vous mis en place une politique de sécurisation de vos données? Oui, à 77%. Donc, on voit quand même que le cloud aide à ça. Et vos données ont-elles déjà été attaquées par des tiers? Oui, à 45%. Et ça, j'aimerais que tu commentes ça, Paul, parce que je trouve ça assez stupéfiant dans la mesure où tu l'as dit très justement, c'est peut-être passé inaperçu dans ce que tu as dit, mais la plupart des gens ne voient même pas qu'ils sont attaqués. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est que, et toi, dans ta sonde aussi, Jean-François, il y a cette notion d'immédiateté, parce que si on a une fuite d'eau, ça va quand ça dure 2 minutes, mais c'est comme dans les films hollywoodiens ou dans Breaking Bad, vous savez, où il y a cette baignoire là qui tombe parce que le mec il y a un cadavre avec de l'acide et hop, ça passe à travers. Mais si vous laissez la fuite d'eau pendant 10 jours, là, vous avez des séquelles qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, sur cette analyse, toi, Paul, tu dis, sans non plus être paranoïaque, mais le danger est partout et on est globalement toujours plus ou moins attaqué. Et le vrai sujet, c'est le délai d'intervention, finalement, que toi, tu essayes de réduire, si j'ai bien compris. Alors, il y a le délai pour s'en rendre compte et puis il y a la conséquence de l'attaque. C'est être attaqué, on l'est tous, tout le temps. Oui. Est-ce que l'attaque est réussie? Ça, pas forcément. Justement, si les protections sont bien mises en place, l'attaque ne réussira pas. Donc, les 60% qui ont dit qu'ils n'étaient pas attaqués, non, ils sont attaqués. C'est juste qu'il n'y a pas eu de conséquences ou qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Ouais. Mais les chiffres, en tout cas les derniers dont on dispose en Suisse, je répète, 3 mois pour se rendre compte qu'on a été attaqué et qu'il y a eu une brèche dans le système d'information. Et plus d'une personne sur deux, 60% des gens qui se rendent compte qu'ils ont été attaqués parce qu'ils sont prévenus par une tierce partie. C'est un client, c'est un partenaire qui leur dit « mais il y a un truc bizarre qui se passe ».
Donc, plus d'un sur deux qui ne se rend pas compte, de toute façon, qu'il y a le feu. Oui. Vraiment, vraiment, absolument, c'est absolument impressionnant. Toi, Loïc, vous êtes intervenu. J'ai l'impression aussi que votre manière d'arriver dans ces projets, parce que c'est tellement complexe tout ce dont on parle aujourd'hui qu'il faut trouver les chevaux par un bout. Et j'ai l'impression que Loïc, vous avez une approche assez commando finalement pour les entreprises, pour arriver très vite avec quelque chose qui aide à ce dont parlait Jean-François, c'est une gouvernance, c'est un axe, c'est trouver une solution, c'est être pragmatique, comme le disait Robert. Donc, comment est-ce que vous agissez par rapport à ça? Alors, j'emploierais peut-être pas le terme, le terme commando, mais en fait, c'est vrai qu'en réalité, dans les 80% des cas, on commence directement par un projet concret avec un budget précis. Et en fait, je pense que si on posait la question aux 33 personnes qui sont encore avec nous, si on leur demandait c'est quoi votre problématique là, ils seraient tous capables, votre problématique principale, ils seraient tous capables d'en lister 5-6. Oui. Et en réalité, c'est à quel moment vous avez le budget pour régler 1, 2, 3, 4, 5. Je rejoins ce que disait Paul aussi. Allez, en dehors de 1 ou 2 clients, je crois qu'on n'a jamais fait de projet de prévention ou autre. On arrive toujours à un constat où soit c'est catastrophique et il faut tout recommencer un petit peu d'une page blanche, ou à l'inverse, il faut régler un petit détail urgent parce que on veut obtenir, tout à l'heure il y avait la question du funding et des levées de fonds, ils veulent obtenir les bons chiffres, les bons forecasts et ils veulent savoir quelles sont les données super précises pour obtenir la valorisation qu'on veut par rapport à son pipeline ou des choses comme ça. Ou à l'inverse, très simplement, on a un client dans l'industrie, combien il a vendu de sandwichs dans la journée. C'est une donnée bête, mais quand vous avez 400 magasins, je vous mets au défi d'avoir le chiffre réel à J+2. Je ne parle même pas en temps réel, je n'y crois pas aujourd'hui, mais à J+2, combien vous avez vendu de jambon beurre il y a 2 jours? C'est clair. C'est un challenge. Parce que déjà, c'est quoi un jambon beurre dans les 400 magasins? Voilà. Ouais, il faut ramener de la clarté, c'est évident et tu as raison de le dire. On a le troisième et dernier sondage demande si, selon les personnes qui nous écoutent, il faut augmenter l'automatisation des processus, notamment vers le client, ou est-ce qu'il faut rajouter plus d'interventions humaines? Et c'est oui à 74%. J'ai posé cette question parce que on est tous des hommes de processus, d'automatisation, etc. Mais on le voit, et vous aviez déjà, je trouve, les uns et les autres, bien répondu à cette question lors de vos interventions à chacun. C'est l'humain, la gouvernance par l'humain, l'expérience, l'expertise, et finalement, tout le reste, ce sont des outils. Ou des politiques de prévention dans le cas de ce que dit Paul. Donc là, je ne suis pas étonné que les gens veuillent plus d'humains, mais c'est toujours bon à écouter quand on entend la presse généraliste parler d'AI qui va remplacer l'humain. Peut-être que l'AI va nous compléter, mais en tout cas, on voit que dans vos expertises très pointues, on reste sur des savoir-faire, des expertises. Je voyais Jean-François sourire sur le jambon beurre. On voit les centaines de RP que tu as mis en place où 6 mois ou 1 an plus tard, on n'arrive toujours pas à consolider un chiffre d'affaires. Donc, on est sur du vécu et du vécu durement dans ta chair d'entrepreneur et d'intégrateur. Après, j'ai posé une autre question. Pensez-vous qu'il faut légiférer sur les GAFA pour limiter leur utilisation des données personnelles? Oui, à 84%. Ça, c'est intéressant. J'aimerais que vous commentiez là-dessus. Ça ouvre un petit peu le débat pour aller vers une conclusion. Et puis, dernière question, pensez-vous que le Covid aura une influence sur la manière dont les individus vont vouloir protéger leur vie privée et la gestion de leurs données personnelles? Et c'est oui pour les 2 tiers des gens. Donc, là, on a plutôt parlé de données B2B, c'est l'objet de notre table ronde aujourd'hui, mais on a aussi toute une société qu'on contribue à animer et nos entreprises devraient être
il n'y a pas de vainqueur et de perdant, mais en tout cas, nous, on est poussé, toutes nos entreprises, par la vague digitale, mais en même temps, il y a le grand public. Et où est-ce que vous placez, vous, votre responsabilité, ou vos croyances, ou vos espoirs, ou vos doutes sur un changement possible sociétal par rapport à vos métiers, par rapport aux informations que vous donnez à des gouvernements. Et je vais commencer avec toi, Loïc, parce qu'il y a une question moi, qui me brûle les lèvres, moi qui suis dans le développement commercial, c'est où est-ce que vous avez eu le lead pour l'Élysée? Parce que ça, j'ai de bons accès, mais Manu, il ne m'appelle pas tous les jours, moi. Donc, en plus, truc de dingue, no offense, même si toi, tu es français, mais vous êtes belge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as l'Élysée qui appelle avec l'extension belge, alors je ne sais même pas laquelle c'est, admettons 0032, PIM, et puis, ouais, salut, c'est Manu, je suis un peu embrouillé là avec mes ministres, tu pourrais me sauver le coup. Enfin, juste pour ce que tu peux en dire, c'est vous qui êtes allé en disant, tiens, on pourrait quand même aider la gouvernance de l'Élysée, parce que là, quand même, les gilets jaunes, il y a une crise pas simple. Comment c'est venu, enfin, pour ce que tu peux. Il n'y avait pas la crise des gilets jaunes quand on a commencé le projet. Et je ne commenterai pas le sujet. Et au niveau du lead, en fait, donc c'est vraiment, en fait, on nous a appelés. C'est Toucan Toucault qui nous a appelés en se rappelant le case qu'on avait présenté sur BNP de manière un peu plus large et on avait déjà essayé de faire d'autres choses avec eux via notre technologie de centralisation et de restitution de données qui alimentent des systèmes. Et ils avaient été impressionnés sur le fait qu'on livrait entre 2 et 6 semaines en général. En tout cas, les premières versions. Et en fait, il y avait une problématique de planning. Et on a eu 3-4 discussions en fait, avec les personnes du cabinet du Premier ministre, qui est la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, qui pilote les grandes réformes de l'État français, qui dépend du cabinet du Premier ministre. Et en fait, on n'a pas eu de questions de sécurité ou autre. C'est vrai que nous, on s'est posé très vite la question de l'ANSSI, parce qu'on s'est dit, on a intérêt à être picobello si l'ANSSI nous tombe dessus. Qu'est-ce que l'ANSSI? Comment? Qu'est-ce que l'ANSSI L'ANSSI, c'est l'organisme étatique français en charge de tout ce qui est sécurité informatique, si je résume. L'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, sauf erreur. Merci. Voilà, c'est ça. Et donc enfin, voilà, dès que vous voulez faire un projet avec le gouvernement, ils doivent donner leur aval, ils doivent auditer, ils doivent ceci, ils doivent cela. Donc nous, on s'est dédouané, on va dire, totalement sur notre partenaire français d'un point de vue juridique, comme ça, il n'y avait pas de problème. Donc c'est un deal qu'on a avec le partenaire. Et on avançait très rapidement. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il faut être confiant dans ces systèmes. Donc, c'est pour ça que nous, on organise des pen tests réguliers, etc. Alors, ce n'est pas parfait, je l'accorde, mais ça a le mérite, on a le mérite de le faire, on a le mérite d'investir là-dessus. Et derrière, quand on nous parle de sécurité informatique, on dit ce que je disais précédemment, c'est pas si, mais quand. Donc, on dit qu'on va se faire attaquer. On peut tout à fait. Nous, on aime beaucoup VH, par exemple, en France. On peut très bien aller dans la console d'admin et voir combien on a eu d'attaques DDoS. Je pense que ça peut se compter en dizaines ou en centaines en fonction des journées. Voilà, c'est assez récurrent. Il suffit d'avoir un joli nom de domaine. Voilà, et ça tombe tout seul. Vous êtes une grande ONG, vous vous en prenez des centaines à la journée. Et le jour où vous ne mettez pas à jour votre certificat SSL, ben vous le sentirez passer et c'est tout. Et je pense que la clé, elle est là. Et d'être humble. Donc, nous, on ne fait pas de com dessus. On n'est pas dans les médias, on n'est pas dans les ceci. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que les autres présentateurs avec moi seront du même avis. Je pense que si on veut vivre longtemps dans la data, vivons cachés et cultivons peut-être un culte du secret, mais aujourd'hui, je crois que c'est Robert qui parlait de l'or noir. Ben oui, c'est même plus que de l'or noir. Et pour beaucoup, je pense qu'en tout cas, tous autour de la table, on est au courant de ce qui se passe chez nos clients et nos clients savent ce qui se passe chez eux aussi.
Et si on commençait à tout déballer dans ce genre de conférence, on aurait très vite plus de travail, à la fois pour l'entreprise et nous, à titre personnel, pour les années à venir. Donc voilà. Merci beaucoup, c'est très précis. Sur ta vision, parce que la data, c'est un peu comme les théories du Big Bang et de l'espace-temps. La data, c'est ce que disait Pierre Thomas aussi, c'est un peu la théorie de l'information. Elle peut déformer l'information et amener à des choix erronés. On l'a tous vécu en retargeting, où on se fait bombarder et on finit par être tenté par. Là, je reviens sur le côté citoyen, tu vois, j'enlève le côté B2B et je demande plus ton analyse personnelle cette fois et pas celle de l'entreprise que tu représentes. Mais est-ce que tu penses que le fait du coup qu'on accélère encore la connexion entre nous avec ce Covid et ça va continuer, est-ce que tu penses que ça va permettre des prises de conscience de groupe complet, des prises de décision politiques ou individuelles plus grandes et de faire basculer une société vers plus d'égalité, ou est-ce que tu penses que ceux qui détiennent la donnée, les GAFA par exemple, sans faire de procès d'intention, mais vont du coup pouvoir influer plus au sens mécanique, physique, sur le choix des gens, un peu comme évidemment l'impeachment de Trump sur le fait d'aller envoyer et pousser des informations sur des centaines de millions de personnes. Ton avis personnel, c'est ça va rester neutre parce que c'est la nature humaine, ça va permettre des prises de conscience, ou est-ce qu'au contraire, il y a plus de risques avec tout ça? Moi, mon avis personnel, c'est qu'il y a un problème d'éducation massif, en tout cas en Europe, sur la culture de la data, que ce soit sur les générations actuelles et les générations futures. J'en parlais dans les commentaires et les questions. Pour moi, il y a un besoin d'éducation et de faire comprendre aux gens que sur Internet, rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le client. Et tant que vous comprenez, on devrait interdire le mot gratuit en fait sur Internet. Je pense que si un jour on voulait faire une belle loi, on devrait dire que rien n'est gratuit. Et quand on sait que la fiche contact d'une femme ménagère, 42 ans, ça vaut 5-6 euros en moyenne si c'est relativement qualifié chez des resellers de données, je pense que c'est une problématique. Et pour aller plus loin, tu parlais si on prend aujourd'hui, les gens en parlent très peu, mais la plus grosse guerre commerciale qu'il y a entre Google et Microsoft, aujourd'hui, elle se fait dans le secteur éducatif aux États-Unis, où en fait l'État ne régule pas les programmes scolaires, et donc c'est Google et Microsoft qui, par les programmes education, essayent de vendre leurs solutions et s'implémentent. Et donc on voit en fait des éditeurs de logiciels qui commencent en fait à rédiger les programmes scolaires. Et donc pour moi, la problématique, elle est là. Et demain, je ne dis pas qu'il faut enseigner le code à tous les enfants, même si je trouve à titre personnel que ce serait une très bonne idée, parce que ça devrait s'apprendre comme une langue étrangère, mais je dis qu'on devrait, comme moi j'ai grandi en France et on avait je ne dirais plus le nom, mais les sciences civiques, quelque chose comme ça, un cours où on apprenait les institutions, les valeurs, le respect, ce que c'était les différentes religions, etc. Et je pense que aujourd'hui, on devrait enseigner aux jeunes générations ce que c'est la data et ce que c'est. Alors, peut-être enlever ce gros mot qu'est la data, mais c'est quoi les nouvelles technologies on peut en prendre BMW, c'est Mercedes ou BMW, je ne sais plus, qui a dit, qui ont fait le choix éthique que si jamais un jour son intelligence artificielle doit choisir entre le piéton et son conducteur, ils ont dit, nous, on choisit notre conducteur. Et ce n'est pas nécessairement le bon choix, mais d'un point de vue business, si jamais ils disent que c'est le piéton qui va être sauvé, ils ne vont plus jamais vendre de voiture. Donc, ils peuvent mettre la clé sous la porte et c'est fini. Et donc, on peut leur reprocher plein de choses. Donc, je pense qu'en effet, là, tout le monde est en train de se dire non, je ne veux pas que le gouvernement me protège. Donc, on sent une sorte de montée en pression contre les gouvernements. Mais par contre, on ne s'offusque pas quand on met des caméras de surveillance partout et on ne s'offusque pas quand on joue à Candy Crush aux toilettes que la webcam puisse être allumée parce qu'en fait, on a accepté 350 pages de conditions générales qu'on n'a pas lues parce qu'on ne les comprend même pas. Bien sûr. Et je pense que la clé, elle est là dans une espèce de simplification générale des choses. Moi, je pense qu'on devrait faire des conditions générales d'application qui ne font pas plus de 20 lignes. On en bannit le mot gratuit d'Internet et on dit aux gens très clairement sur leur écran, voici ce à quoi vous avez donné accès. Ça commence à arriver, mais il faudrait peut-être qu'on laisse ça 15 secondes affiché. Alors, ça tue l'expérience utilisateur, mais au moins les gens se rendent compte de ce qui se passe. Je pense qu'autour
Ici, on est des gens potentiellement instruits, avec un niveau de connaissance dans l'IT qui est un peu plus poussé que le commun des citoyens et des citoyennes et des futures générations. Qu'est-ce qui va en être, quoi? Aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre comment ça fonctionne. On parlait des objets connectés. Non, le but, c'est que quand je dis OK Google, si je veux me faire livrer du chinois via Uber Eats, ça arrive dans les 20 minutes. C'est tout ce que je veux, quoi. Oui. Ni plus ni moins. Et comment ça fonctionne, et que savoir que j'ai dit OK Google avec une voix un peu rauque parce que je serais potentiellement malade, parce qu'on est en hiver et que demain, je vais recevoir une pub pour du sirop pour la gorge. Voilà. Et quand on voit les sondages, la plupart des consommateurs lambda s'en foutent. Oui. Donc, il y a peut-être un devoir étatique de faire l'éducation. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Oui. Merci Loïc. Robert, sur ce sujet de comment tu perçois, toi, cette ère post-Covid, même si on n'est encore qu'au début de la crise économique, ce qui est une évidence. On est de loin pas sorti on en parlait avec Jean-François là, tout à l'heure. C'est le début. Toi, quelle est ton analyse par rapport à ça? Oui, effectivement, on n'est qu'au début de cette sortie, finalement. Quel est mon avis personnel sur le sujet? Je pense qu'on a… Les sociétés, elles souffrent beaucoup énormément, enfin, actuellement. Clairement, ça dépend du type de business. Quand on prend les compagnies aériennes, les tours opérateurs, enfin, le tourisme en général, les hôteliers et autres, ça souffre énormément. Les restaurateurs également. Alors, on constate que certains d'entre eux ont réagi assez rapidement. Et finalement, la digitalisation de leur métier a été une porte de salut. Et oui, parce qu'on interdisait aux restaurants d'être ouverts, mais rien n'interdisait de produire des choses et puis d'aller livrer des choses via Uber Eats ou autre, ou même soi-même. Et donc, il y a eu plein de business qui ont dû se réinventer finalement. Et ceux qui se sortiront le plus facilement de cette crise, si on peut employer le terme de facile, c'est ceux qui ont surfé sur cette vague de digitalisation, qui ont réagi rapidement et qui ont pu trouver une alternative à leur business traditionnel. Alors, je sais que ce n'est pas possible dans tous les types de business. Je parlais des avionneurs tout à l'heure. Un avion, ça vole ou ça ne vole pas. Au début, j'ai entendu dire qu'ils faisaient même voler les avions à vide parce que sinon, ils sont cloués au sol. Je pense que ça a des impacts en termes d'entretien et de maintien de l'appareil et autres. Et c'est une aberration. Je pense on s'est rendu compte également que pour certains business, on faisait produire à l'autre bout du monde alors qu'on pouvait produire localement. Et ça nous a mis en difficulté. Et donc, peut-être que ça va générer, ça va recréer, ça va permettre peut-être à la France, par exemple, de réinternaliser et de relocaliser certains types d'industries pour éviter de perdre en gouvernance et éviter de perdre un peu sa souveraineté en dépendant d'autres pays pour la production de tel ou tel équipement ou autre, ou médicaments. Et voilà, j'ose croire que ça puisse permettre de générer de nouvelles types d'entreprises et de créer de nouvelles types d'entreprises et de reprendre un peu la main. Bien sûr, ouais. C'est cette fameuse destruction schumpeterienne, on le sait, c'est toujours pendant les pires crises que se créent les plus grands groupes et qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Tout le sujet, c'est on n'essaye pas d'ailleurs ce soir de jouer aux apprentis sorciers, mais c'est vrai qu'il faudra voir si cette crise sanitaire ne se transforme pas en crise économique, puis en crise politique. Et là, évidemment, c'est autre chose. Mais tu as tout à fait raison. Il y a des fenêtres d'opportunité sans aucun cynisme, mais dans une forme de continuité, avec quand même peut-être cette possibilité de remettre un peu de sens. On en parlait avec Jean-François. Toi, Jean-François, ton ressenti là-dessus sur la sortie de crise, la Suisse, toi tu as aussi des activités dans d'autres pays pour ton groupe. Quel est ton point de vue personnel là-dessus, sur cette utilisation des données, sur vers où on va? Enfin, on n'est pas des professeurs Nimbus non plus, mais ton avis personnel là-dessus. Je pense que c'était une bonne occasion pour se recentrer aussi sur ce qui est important pour beaucoup d'êtres humains, beaucoup de personnes, qui soient de mon entourage ou professionnels. De faire le point aussi
sur peut-être se réinventer Oui. dans un contexte différent. Aujourd'hui, ça fait partie des discussions au niveau du management. On ne veut pas sortir de cette crise telle qu'on en est entré, en fin de compte. On aimerait en sortir différent. Et parce qu'on voyait, et on prenait du recul, on voyait parfois avec quel non-sens on peut tourner notre business et dans quelles conditions on tourne notre business, avec le stress généré, avec l'impact sur la famille, sur la vie de tous les jours, et puis les tensions, on a vu au niveau gouvernement, au niveau des entreprises, au niveau des collaborateurs. Et puis, on aimerait trouver le modèle finalement où on se retrouve tous, ce modèle qui prendra du sens. Et je pense qu'il faut quand même essayer de se réinventer. Si on doit aujourd'hui tirer des conclusions peut-être un peu trop hâtives, on ne sait pas où on va. Mais très clairement, aujourd'hui, on a vu des bienfaits de cette situation. On a vu des bienfaits peut-être sur la famille, on a vu peut-être des bienfaits sur l'environnement. On voit aussi que certaines sociétés, comme le disait Robert, étaient très en retard sur la digitalisation, sur même le fait de travailler à la maison. Moi, ma femme, ça fait 35 ans qu'elle travaille sur site. Elle a connu pour la première fois de travailler à la maison. Et elle me dit, bah, c'est drôlement bien. Et puis, quelque part, est-ce que ce n'est pas un non-sens de tous se déplacer, hein, donc, de déplacer des gens pour qu'ils s'assoient sur un bureau, derrière un ordinateur. Finalement, la valeur, on a la même valeur si on est à la maison derrière cet ordinateur. Donc, cette capacité à se réinventer, j'espère qu'on l'aura tous un petit peu pour en sortir différemment. Et puis, moi, j'aimerais parler d'adaptation parce que on en parle tous ici, mais notre capacité à s'adapter, c'est ce qui fait la survie de l'être humain. Et ceux qui mettent trop longtemps à s'adapter, ils vont avoir de graves problèmes puisqu'il faut se réinventer, il faut réinventer son business, il faut réinventer… Pierre Thomas posait la question sur comment on va prospecter et comment on utilise cette information dans un contexte qui a changé. Aujourd'hui, hier, je parlais à un directeur informatique ou même à des responsables au niveau du business dans un contexte. Bien sûr. Je vais leur parler dans un contexte complètement différent. Peut-être qu'eux-mêmes, ils auront eu une envie de se réinventer, ils auront des idées différentes et aussi pour leur entreprise. Et donc, du coup, on doit se réinventer, on doit se réadapter à tout ça. Merci, c'est un beau mot de synthèse. Et on voit aussi, merci, Loïc doit nous quitter parce que sa petite fille est demandeuse et c'est l'humain qui reprend le dessus. Merci encore pour ton point de vue éclairant. Merci Jean-François, je trouve que c'est assez touchant d'entendre ça parce que moi, personnellement, j'en parlais lors des autres webinaires que j'avais animés, mais ça m'a permis de revoir des grands classiques du cinéma que je n'avais finalement jamais vus, de relire des livres de philosophie qu'on se promet toujours de lire pendant les vacances. Oui, sauf qu'on a nos mails, alors ce n'est plus les BlackBerry, mais qui sonnent toutes les 2 minutes. Donc là, cette espèce de sidération, cet arrêt sur l'image qu'on a tous vécu, en tout cas pendant les 3-4 premières semaines, elle a appelé en tout cas un temps de réflexion personnelle et professionnelle très, très fort. Toi, Paul, tu le vis comment ça? Parce que tu as beaucoup d'activités hors de ton travail, je le sais, je ne vais pas en parler ici aujourd'hui, mais et tu as une forme, c'est moi qui le dis, ça, de modernité dans ton rapport à ta société, aux autres et à la société au sens plus large. Donc, toi, sur ces notions-là, est-ce que ce que tu vois tous les jours, un peu comme des gens qui sont au SAMU, qui à force de voir des horreurs, toi tu vois les attaques des cyber, tu es maintenant passé du mauvais côté de la force et tu es devenu le Dark Vador qui voit l'avenir en noir, ou est-ce qu'au contraire tu es neutre parce que la nature humaine ne change pas et ne changera pas, ou est-ce que tu veux y croire, tu y crois, ou tu as encore un autre point de vue peut-être? Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc évidemment que j'y crois, mais je rejoins parfaitement ce qui a été dit par Loïc tout à l'heure. Il est vraiment temps de former et responsabiliser les utilisateurs pour ce qui concerne la sécurité en général. On a des gens aujourd'hui qui sont trop passifs pour aller sur la route. Si on va sur la route bourré à contresens sans permis de conduire, on va avoir un accident. C'est à peu près une certitude. Pour la sécu, il y a pareil, il y a une formation de base à avoir.
pour pouvoir utiliser les objets digitaux d'une manière correcte. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que c'était leur responsabilité, même dans les sociétés. Hein. Ils se disent la sécurité, c'est mon département informatique, c'est mon responsable sécurité qui s'en occupe. Non, non. Et ça, enfin, vraiment, je pense que c'est très, très, très important de former les gens là-dessus. Et on peut rebondir aussi sur la notion de données personnelles dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr qu'il n'y a rien de gratuit et c'est un truc de fou. Ce que je vois que les gens mettent sur les réseaux sociaux et en particulier Facebook, ils ne se rendent pas compte que ça, c'est une mine d'or pour préparer une attaque. Si je sais quand est-ce que vous êtes en vacances, quels sont vos amis, avec qui vous travaillez, enfin, votre parfum préféré, enfin, absolument tout et n'importe quoi, mais c'est une mine d'or. Donc il faut juste du bon sens paysan et puis responsabiliser un petit peu les gens. Il y a un site que j'ai partagé sur le lien et que je recommande vivement, c'est tosdr.org. C'est vrai que les conditions d'utilisation aujourd'hui, c'est 25 pages et que personne ne les lit. Là, le site a l'avantage de résumer en quelques mots ce qu'on accepte finalement quand on crée un compte LinkedIn, quand on crée un compte Facebook. Donc, et là, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Je veux dire, c'est écrit noir sur blanc et c'est quelque chose qui a été fait par des juristes. Donc enfin, si je dois conclure, vraiment, c'est former et responsabiliser. Et ça, il y a personne. Et là, on ne parle pas des experts en sécurité, on parle de tout le monde. Bien sûr. Ça rejoint un autre sujet. J'ai une amie, Marie-Christine Levet, qui vient de lever un fonds de private equity dans les EdTech, Education Technologies. Et là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. On l'a évoqué. Et je trouve ça à la fois effrayant. Je crois que c'est Loïc qui en parlait sur le fait que ce sont certaines des GAFA ou des providers qui créent les contenus éducatifs. Là, il y a vraiment un sujet sur la limite de l'État. On le voit aussi pour les gens qui ont cette envie d'éduquer un petit peu leurs enfants chez eux. On a accès à toutes ces informations, mais il y a derrière la notion de citoyen. Et vous qui êtes pour la plupart en Suisse, où il y a cette notion de citoyen suisse forte, qui est actif, qui est acteur de sa propre vie, là, je pense que peut-être, ce Covid va mettre un coup d'arrêt, en tout cas de transition, à ce que j'appellerais la première phase des réseaux sociaux, où on est rentré dans un tunnel de Zuckerberg, etc. On est resté dedans parce que ça va trop vite, pour paraphraser Big Flo et Oli qui ont aussi une chanson là-dessus. Mais là, hop, ça s'est arrêté et hop, on reprend une respiration et on fait un pas de côté ou un pas en arrière. Donc moi, je te rejoins sur cette volonté d'éducation et pour ma part, je terminerai. Je remercie encore tout le monde d'être resté si longtemps, puisqu'on est encore plus de 25 personnes à presque 8 heures. Et c'est no man is an island. Personne n'est isolé. Même si on a eu cette sidération où on s'est retrouvé, on est encore, on le voit, confiné chez nous, on est connecté au monde. On est connecté par la culture. Je vois des guitares derrière toi, Paul. Ça veut bien dire une notion de on gratte la guitare et on partage. Donc il y a aussi cette notion de lien entre nous, les individus, et la data, c'est le lien. Et on est avant tout des animaux sociaux et sociétaux. Donc là, il va se passer des choses, c'est certain, sur un plan communautaire, sur un plan peut-être global, peut-être local, mais en tout cas, ça va être passionnant, en espérant évidemment qu'on traversera tous la crise déjà sur le plan personnel de manière saine, et puis que l'économie continuera quand même de porter son flux, puisque beaucoup de penseurs disent que le capitalisme est certainement très néfaste, mais c'est le moins néfaste de tous les systèmes qu'on a trouvés jusque-là. Donc, essayons peut-être d'éduquer, effectivement, comme tu le disais, Paul, de réfléchir sur soi, comme tu le disais, Jean-François, de profiter en tant qu'entrepreneur des opportunités que ça nous donne, comme le disait Robert, d'être prudent, comme le disait Loïc, et puis de rester humain avant tout face à tout ce qui nous attend. En tout cas, merci beaucoup. J'espère en tout cas que les auditeurs ont apprécié. On a essayé d'avoir un niveau pas trop technique, mais en expliquant quand même les grands enjeux. Et merci Jean-François, tu l'as fait au débeauté de poser quelques slides qui nous ont permis d'avoir une idée globale et de poser quelques termes.
J'espère en tout cas que les termes qu'on a employés ne sont pas trop techniques. Il n'y en a pas trop eu, sinon je vous aurais arrêté les uns les autres. Et puis, merci encore à toutes et à tous. Cette vidéo est enregistrée, donc vous pouvez vous y référer. Et bien sûr, vous pouvez contacter pour ceux qui ont besoin des contacts, que ce soit ceux de Loïc, de Robert, de Jean-François, de Paul. On peut vous donner accès à toutes ces personnes-là qui sont respectées dans leur domaine de compétences. Merci en tout cas pour la clarté de vos propos. Et voilà, j'espère qu'on contribue à notre petit niveau à faire en sorte que les gens comprennent mieux. Parce que quand on comprend mieux, on a moins peur en général et c'est de la peur dont on doit avoir peur en ce moment. En tout cas, croyons, avançons et jouons de la guitare, Paul. À plus tard, ciao. Merci. Merci. Merci à Salut, tous. Très bonne soirée à tous. Salut Robert. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci encore. C'était chouette.